Salut à tous, j'espère que vous allez bien dans vos vies de joueurs, de joueuses, et même de manière globale j'espère que vous allez bien tant qu'à faire. Je vous avais prévenu un petit peu lors de la dernière vidéo, mais mai a été un mois assez chargé, tant d'un point de vue ludique que d'un autre point de vue. J'ai eu un emménagement, donc j'ai eu beaucoup de cartons, j'ai eu du montage de meubles, j'ai eu du rangement, des réorganisations de ludothèques, de bibliothèques. J'ai changé 15 fois d'avis à chaque fois, je vous mets quelques photos si vous voulez, même si peut-être que la disposition aura changé entre le moment de l'écriture et celui où vous voyez les photos. Côté jeu, je vous en avais parlé, j'ai aussi pu essayer pas mal de choses, notamment au week-end Proxy Jeux, qui est une rencontre en fait tous les ans, avec des membres de l'équipe, des donateurs, des donatrices. C'est toujours un super moment, hein, un moment plein de partage, plein de découvertes, où on joue à plein de trucs, avec des gens qu'on aime bien. Et alors avec tout ça, difficile de trouver le temps pour streamer, pour monter une vidéo des découvertes de mai. Puis ensuite, il y a eu juin qui est passé, avec l'emménagement, etc. Et puis début juillet, j'ai eu Paris Ludique, j'ai eu des gens à aller voir pour jouer ou pas. D'où du coup une publication un peu tardive, même au mois de juillet. Mais bon, depuis début juin, ils n'ont fait pas trop de découvertes, plus des valeurs sûres, donc je suis pas non plus dans l'overdose, même si bon, vous l'avez vu en lançant la vidéo, elle est un peu plus longue que les précédentes. Après bon, voilà, comme d'habitude, en dessous tout est chapitré, vous pouvez aller directement au jeu qui vous intéresse si besoin. Alors, je le rappelle à chaque fois, mais il peut y avoir des nouveautés, il peut y avoir des choses plus anciennes. Ça peut être des jeux que j'ai découverts sur table, que j'ai découverts en ligne, des choses qui sont éditées ou pas. Et le tout, je le présente par ordre alphabétique et non de préférence. Et à chaque fois, je vais vraiment vous parler de mon ressenti. Donc si vous voulez apprendre à jouer, c'est pas ici. Et également, je tiens à rappeler qu'il y a certaines des images, des photos qui sont utilisées, qui vont être des photos qui sont faites par Eric, de What's Eric Playing, que j'utilise avec son autorisation. Merci à lui. Vous pouvez comme toujours aller voir son site que je vous mets dans la barre d'infos ou son Instagram. Je remercie aussi Taylor de la chaîne Taylor's Trick Taking Table que je vous encourage à aller regarder pour les extraits de vidéos qui m'a autorisé à utiliser lorsque je manque de ressources, notamment sur les jeux de cartes. Comme à chaque fois, si la vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer le petit pouce, vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquer la cloche je crois. Évidemment, je vous attends aussi dans les commentaires pour parler à la fois de vos propres découvertes, discuter des miennes. On est parti en tout cas pour parler de jeux, et on va commencer avec des jeux que j'ai trouvé oubliables, voire même pire. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. On va commencer par une petite déception qui pourtant avait bien commencé. Dans La Bête, qui est donc un jeu de track qui est à une personne contre toutes les autres, j'ai joué le rôle d'un des enquêteurs et la partie était au début pleine de promesses. Le thème est plutôt cool, il a de l'identité, c'est plutôt bien illustré aussi. Le jeu il a vraiment un certain cachet, je trouve que ça transparaît à travers plein de petits éléments, que ce soit les personnages, certaines actions, ou même la structure du jeu. L'édition elle-même, elle est au service de la fluidité, vraiment sur le plateau, sur les fiches de personnages, tout est rappelé aux bons endroits, il n'y a pas vraiment de gros doutes qui sont soulevés au cours de la partie, et donc on partait plutôt bien, hein, les premiers tours sont plutôt engageants et tout, mais j'ai trouvé que la partie s'enlise assez vite, s'étire en longueur, et finalement au début on met de la bonne volonté un peu dans l'immersion, et puis petit à petit de moins en moins on agit de manière de plus en plus mécanique en s'éloignant un peu du roleplay disons. C'est rigolo parce que moi je pensais aimer un peu ce genre de jeu, qui est un peu entre déduction, hypothèse, track, etc. Même si c'est vrai que souvent je les trouve un poil longuets, hein, tous ces héritiers de Scotland Yard plus ou moins. Et en fait La Bête c'était peut-être l'occasion pour moi de me rendre compte qu'en fait finalement, sauf exception, la plupart de ces jeux ils m'ennuient assez vite. En tout cas dans le rôle de la personne qui enquête, parce que honnêtement dans le carcan du genre je vois pas trop pourquoi j'ai pas accroché à La Bête, si ce n'est ce que j'évoquais plus tôt, parce que encore une fois il a plein d'éléments que je trouve plutôt bons, mais c'est vraiment la dynamique qui m'a laissé de côté. Le truc c'est que j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir des sentiments d'enquêteur, je me sentais un peu plus dans un mélange entre jeu abstrait de déduction, jeu de guessing, et où en fait ce qu'on fait en tant qu'enquêteur c'est qu'on déroule des hypothèses sur où a pu aller la bête, toutes les possibilités que cette personne a eues, et finalement à la fin on choisit une de ces hypothèses qui n'a pas beaucoup plus d'importance que l'autre, parce que comme dit la mécanique de guessing fait que toutes les hypothèses se valent à peu près, et que du coup la victoire de l'un ou l'autre camp c'est presque plus le fruit de la chance que de la compétence de déduction et des choix des personnes qui enquêtent. Alors du coup les premiers tours, on s'amuse à se dire un petit peu « Ah, mais il a pu faire ça, mais s'il était le personnage, il a pu faire ça, et puis peut-être qu'il fait ça pour nous bluffer, haha, c'est pas mal et tout, et il est allé de l'autre côté en fait pour telle raison, parce que machin, et parce que l'événement c'est ça. » Au bout d'une heure, c'est un peu répétitif, et finalement, l'aspect déduction, il a pas forcément d'impact sur le fait de trouver ou non la bête.
Et encore une fois, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, mais je reste curieux de l'essayer un peu de l'autre côté en étant cette fois la bête, parce que là c'est Cyrus donc de Proxy Jeux qui incarnait ce rôle, et lui du retour qu'il faisait, et je peux le comprendre parce que par exemple dans l'aide de Whitechapel j'ai un peu le même sentiment, il ressentait vraiment les espèces de mailles de filet qui se resserrent autour de lui, d'avoir de moins en moins d'options, d'être vraiment de plus en plus traqué, et du coup il a vraiment l'impression lui que ses choix avaient eu de l'importance et que c'est ça qui lui avait permis d'aller au bout du jeu. Alors que de mon côté, ces choix-là, j'avais un peu l'impression qu'en groupe, au-delà du fait que ça peut soulever un effet leader, mais on n'a pas eu du tout ce souci, en tout cas j'ai pas eu l'impression, mais j'ai eu l'impression qu'on étalait les choix, et puis à un moment on disait bof, on prend lequel, allez celui-là. Et du coup en fait le choix de réussir ou non, ça dépendait uniquement du niveau de guessing de Cyrus. Donc je pense que le côté bête est peut-être un peu plus immersif. Les choix sont peut-être un peu plus intéressants parce qu'il y a aussi un peu plus d'options de leviers sur lesquels jouer, et en plus du côté de la bête, il y a cette carte sur laquelle il est de plus en plus difficile de trouver des solutions. Du coup vraiment dommage parce que c'est un jeu qui partait vraiment bien, qui m'a paru avoir quelques soucis de rythme et de un peu la manière dont nos choix et l'aspect déduction sont finalement un poil accessoires. Moi j'aurais pas eu la satisfaction de gagner ni la frustration de perdre, on a perdu en tant qu'enquêteur et enquêtrice, mais j'ai pas eu cette frustration là. Mais bon, si vous aimez le genre, je vous conseille quand même de l'essayer. Il y a vraiment un super travail de thématisation et d'édition pour le rendre assez accessible, assez compréhensible, et également moi le thème vraiment au début j'étais presque roleplay dans mon personnage, je trouvais ça vraiment cool, cette entrée en matière. De mon côté je pense pas retenter l'expérience côté enquêteur, mais si j'ai l'occasion d'y jouer en tant que bête, ma foi, pourquoi pas. Alors Fish and Cheat, c'est pas un mauvais jeu, mais il fait partie de ceux que je juge un peu durement parce qu'en fait c'est un jeu auquel j'ai déjà joué plein de fois. Alors pas Fish and Cheat en particulier, mais les jeux de ce genre, puisque c'est un jeu qui reprend clairement le principe du fictionnaire, qui est lui-même, c'était une reprise du jeu du dictionnaire. Et alors le fictionnaire, qui est un jeu qui date d'il y a une quinzaine d'années je pense, j'aime beaucoup l'édition de ce jeu-là, ça lui a valu quelques soucis parce qu'il y avait un côté paquet de cigarettes, mais ça en faisait un vrai jeu de table ou un jeu de file d'attente notamment. Alors il y avait le fictionnaire, un système de scoring pas très intéressant, mais bon, soit on passait outre. Alors Fish and Cheat reprend exactement cette idée-là, de questions à laquelle, en fait, et c'est tout l'intérêt de ces jeux-là, c'est que les questions, on peut pas avoir les réponses, ou très difficilement. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup dans ce genre de jeu, c'est le cas dans Gambit 7, et par exemple c'est ce que je reprochais un peu à 0 à 100, que je trouvais un peu sage de ce côté-là. Là, Fish and Cheat se situe dans la bonne moyenne. Il y a quand même quelque chose qui l'ajoute, c'est un rythme et une structure de jeu qui est un peu différente de fictionnaire. Alors l'édition est un peu trop luxueuse pour ce qui est réellement le jeu à mon goût, mais il y a quand même quelques trucs qui améliorent le fictionnaire en termes de dynamisme et de dynamique de jeu. Il y a le fait que on sache à l'avance qui va devoir dire la bonne réponse ou pas. Là où dans fictionnaire, c'est chacun qui improvise au moment où il doit donner une réponse. Là, ça permet moins de situations un peu désagréables où c'est finalement forcément la dernière personne de la table qui va dire la réponse correcte. Dans le fictionnaire, c'est possible si tout le monde invente un truc et que on est le dernier, on sait que c'est nous et c'est pas les moments les plus agréables, alors que là, c'est la distribution aléatoire qui décide de qui va donner la bonne réponse. Également, c'est une mécanique, enfin un choix en tout cas de structure qui permet à la personne qui va devoir dire la bonne réponse de pas avoir à réfléchir à une autre proposition de manière inutile, puisque des fois on réfléchit finalement, on est la seule personne à devoir dire la bonne réponse, ou inversement on espère dire la bonne réponse et puis finalement on est obligé d'improviser et on trouve pas un truc très pertinent. D'un autre côté, la corrélation c'est que les personnes qui sont peut-être moins à l'aise pour inventer, elles ont plus cette possibilité qu'on leur laisse la réponse correcte, le temps de se mettre un peu en jambes et de voir comment tout le monde joue. Là, si t'as pas eu le poisson qui te dit dis la bonne réponse, en fait t'es obligé d'inventer. On a quand même par contre quelques soucis qui sont communs au fictionnaire ou à Fish and Cheat, c'est il faut cette capacité à inventer des trucs plus ou moins absurdes, il faut qu'il y ait une certaine capacité à formuler ces choses absurdes pour embrouiller la personne, et c'est une compétence qui peut mettre certaines personnes mal à l'aise, parce qu'il faut réussir à la fois que ce soit absurde mais en même temps tellement absurde que ça en devient possible dans le cadre de la question. Il y a aussi parfois on peut avoir des idées en doublon, et du coup quelqu'un a dit plus ou moins ce qu'on voulait dire, on doit improviser, c'est pas foufou. Le système de points pour le coup il est un peu plus malin que dans le fictionnaire je trouve, c'est une élimination successive des mauvaises réponses avec une espèce de prise de risque. Mais alors autant le système, quand on y joue c'est assez vite compris, même s'il arrive qu'on fasse des erreurs, mais je trouve que l'explication de ce système c'est super laborieux, pas très agréable, et clairement c'est pas adapté à un jeu de ce calibre. Enfin en tout cas si on veut l'expliquer tel que c'est écrit dans la règle, c'est assez compliqué pour un jeu de ce calibre. Du coup Fish and Cheat c'était pas un moment désagréable, avec en plus c'est une option pour jouer jusqu'à 10. Mais moi, c'est un jeu qui me procure pas vraiment des émotions différentes d'autres jeux qui existent déjà, dans une édition que je trouve un peu moins pertinente que par exemple celle du fictionnaire.
je continue, comme ces derniers mois, mes découvertes de la gamme des petites boîtes de chez Helvétique. Vous savez, entre des propositions assez sympathiques et des trucs un peu moins mémorables. Et Mada, bah c'est un peu du côté de la deuxième catégorie malheureusement. Alors il y a quelques trucs sympas quand même, surtout à 3 ou 4, enfin à partir de 3 ou 4, mais c'est un jeu Mada qui s'essouffle très vite, même si la partie est assez courte, bah on arrive à s'en lasser. Le système il est évidemment simple, il est vite assimilé. Les petites cartes spéciales qui donnent un peu de sel, bah pareil, elles sont pas bien complexes, même s'il y a quand même encore des erreurs après plusieurs parties sur le scorpion ou quoi, et que, enfin, ils sont pas évident en termes d'iconographie, mais bah ça suffit pas à en faire ce qu'on va nommer de manière parfois un peu péjorative un filler incontournable, et c'est pas forcément un jeu que j'ai très envie de faire découvrir quoi. Il y a deux choses principalement que j'apprécie dans Mada. D'abord c'est l'aspect prise de risque, que je pense que vous commencez à le savoir si c'est pas la première vidéo que vous regardez, c'est quelque chose que j'aime bien, la prise de risque. Et alors la prise de risque finalement elle est pas dans l'action qui porte ce nom, c'est l'action prendre un risque, et en fait cette action là on l'a fait de manière un peu forcée lorsqu'on n'a pas le choix, même si en vrai bon il arrive que on la réalise malgré d'autres possibilités de manière assez ponctuelle. Non mais la prise de risque, la vraie prise de risque à mon avis, elle est vraiment plus dans le système de scoring qui va permettre de marquer des points quand une personne perd, et plus on est dans des nombres qui peuvent nous faire perdre et plus on gagne de points. Et du coup on est là, on regarde un peu où on est chacune, on espère la défaite prochaine d'une autre personne, et du coup on va essayer de marquer nos 6 points et donc de mettre des trucs qui pourraient nous faire perdre si jamais cette personne arrive à s'en sortir, ou bien justement on va plutôt peut-être jouer de la sécurité en restant à des nombres plus faibles si on peut, à des 2, 3, 4, mais qui vont marquer assez peu de points si quelqu'un perd. Donc ça c'est plutôt un truc qui est cool je trouve, c'est vraiment la petite subtilité dont on se rend compte à la première partie. Et l'autre chose que je retiens qui est plus anecdotique, mais c'est la petite mécanique de catch-up en fin de manche, puisque les cartes qu'on possédait elles vont rester dans les mains des personnes qui n'ont pas perdu, et la personne qui a perdu la manche peut par contre renouveler sa main. Donc voilà, il y a cette espèce d'équilibrage qui se fait, puisque ça favorise le fait de récupérer des cartes peut-être un peu plus basses, alors que les autres qui ont gardé les cartes plus hautes sur la fin de manche vont les avoir en main. Alors c'est tout con, hein, c'est pas très innovant, mais en fait à chaque fois que cette mécanique de catch-up intervient, en tout cas une première fois, il y a ce petit côté satisfaisant pour la personne qui vient de perdre de se dire ah, mais maintenant eux ils sont moins avantagés que moi. Du coup bon, Mada voilà, un jeu quand même relativement oubliable, s'il n'existait pas il me manquerait pas non plus, c'est vite lassant, vite répétitif. De mon côté dans cette gamme je vous conseille plutôt Tucano ou Kariba. Je poursuis avec une grosse déception qui est Maui. C'est une grosse déception parce que c'est un trio d'auteurs suisses, un trio qui on doit par exemple Botanique ou le Grand Kiwis, également champion, dont je vous parlerai sûrement le mois prochain. Dans ce trio il y a Sébastien Pochon, et Sébastien Pochon, moi c'est un auteur dont j'adore beaucoup de jeux, Metropolis, Ispahan, c'est vraiment des grands jeux chez Ipour, incroyables. Mais ces dernières années je vous avoue que je le trouve un peu moins inspiré. C'est édité par Plan B, donc voilà, pas non plus des attentes démesurées, ils ont quand même tendance à faire des jeux qui me laissent assez indifférent, si ce n'est pire. Je m'attendais vraiment à un truc un peu dans l'esprit d'Azul, et il y a un petit peu de ça, on est vraiment dans du pur jeu abstrait, avec une mécanique très simple, de prise d'éléments qu'on va placer à des endroits pour essayer de marquer des points. Il y a l'idée d'un public potentiellement assez large, mais d'un autre côté c'est vraiment pas en fait comme Azul, parce que même si je peux avoir des reproches envers Azul, c'est un jeu que je trouve assez agréable quand même, qui joue avec de bonnes petites idées ici et là, un petit peu d'interaction et tout, alors que Maui lui finalement il a pas grand chose à sauver, puisque niveau choix c'est le néant ou presque, toutes les parties se ressemblent. Les dilemmes ils vont se constituer entre, alors au niveau de la prise évidemment, voilà, on va essayer de prendre des trucs, on va payer plus ou moins cher, c'est assez vite, on en fait assez vite le tour. Et sinon il y a ce petit dilemme au niveau du placement entre est-ce que je vise les parasols qui vont me donner des petits bonus, ou bien les bords de plage qui vont marquer un peu plus de points, ou faire plus de connexions. Bon voilà, c'est des dilemmes quasiment inexistants en fait vu l'amplitude des choix. Et du coup on s'ennuie très très vite, et pour la seule interaction ça concerne le tempo et la prise de serviette à placer devant soi. Bon, il y a pas grand chose qui ressort de marquant dans le jeu, si ce n'est, je sais pas, il y a un silence un peu gênant autour de la table, et puis on attend la fin de partie, sans intérêt, parce que il n'y a pas non plus de scoring intéressant, le scoring est extrêmement fade, il n'y a pas d'enjeu, et le thème, alors oui, qui aurait pu être un attrait un peu, quand même, parce que c'est le bord de plage où on étale des serviettes, en fait ce thème-là, alors, quand bien même ça reste un jeu abstrait et tout, il y a eu une question de mise en scène, peut-être de représentation visuelle, et ça marche pas non plus. Parce que la plage, elle ressemble pas à grand chose. Les serviettes qu'on place, on sait pas trop dans quel sens elles sont posées. Est-ce que c'est à la verticale, à l'horizontale? Si c'est à l'horizontale, personne pose sa serviette comme ça. Si c'est à la verticale, elles ont des motifs bizarres. Bref, il y a une petite variante dedans, pas beaucoup plus intéressante. Donc
un gros raté pour moi, oui. Ça a vite dégagé de ma ludothèque. Ça, à vrai dire, ça m'embête presque pour la personne qui risque de le récupérer, tant c'est quand même assez mauvais à mon goût. Et ouais, bah, j'espère que Sébastien Pochon va reprendre un peu du poil de la bête. Les deux autres, je les connais moins et je les admire moins. Mais c'est vrai que Pochon est un de mes grands auteurs préférés de la vie. Et le voir dans cette production-là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé de mal? Bon, il y a déjà eu 4 jeux, et pas un seul jeu de pli ou de défausse, et j'ai changé. Mais non. Au Weekend Proxy Jeux, j'avais emmené plein de jeux de cartes, donc c'était en mai, j'avais imprimé plein de règles, et on avait une table qui était consacrée un peu aux jeux du genre, pour le meilleur ou pour le pire. Et on va commencer avec Pin Combi Trio, de l'auteur prolifique et inventif Taiki Shinzawa, qui a notamment fait Maskman, Ghost of Christmas, Ambiente Abyssal. Alors celui-ci, de jeu Pin Combi Trio, vous savez que moi je joue beaucoup avec des jeux de cartes classiques, alors celui-là il vous faudra soit un The Game, soit un The Mind par exemple, et il faut, selon le nombre de joueurs ou de joueuses, maximum 80 cartes de nombre consécutif. Donc The Game ou The Mind en ont 100, donc ça marche. Et alors pour le coup c'est un jeu que j'avais déjà découvert à 2 avec ma compagne, et c'est un jeu de défausse assez simple dans l'idée. On pourrait croire que c'est presque un jeu de défausse pour découvrir le jeu de défausse, vous allez voir que c'est pas forcément le cas. Et les combinaisons pour se débarrasser de ses mains, donc c'est un jeu d'escalade également, de ses cartes, il faut soit mettre une carte simple, et pour monter sur une carte simple, il faut mettre une carte simple plus forte, soit des suites de 2 nombres consécutifs, 19-20 c'est mieux que 14-15, et voilà. Et donc pour monter sur la combinaison précédente, pour rester un peu dans le pli, dans la manche, il faut jouer le même nombre de cartes mais plus fortes, on n'a pas le droit de mettre une combinaison supérieure. Donc par exemple, voilà, je pose, si c'est carte simple, le 12, le 7, si c'est une suite de 2, donc c'est ça qui s'appelle le combi, c'est par exemple 59-60 qui bat 31-32, mais voilà, on va s'intéresser au trio, pas le jeu qui est bien meilleur, mais vraiment la combinaison des trios, et c'est vraiment ça qui rend le jeu à la fois intéressant, à la fois rigolo, et qui à la fois ça fait exploser le cerveau. C'est super brain, et c'est aussi ça qui va l'écarter de mon premier jeu de défausse. Alors je vais essayer d'être clair. En gros, il s'agit de jouer 3 cartes, et ces 3 cartes, elles doivent avoir des écarts entre les valeurs identiques. Ok, par exemple, je sais pas, 2, 4, 6, ça marche parce qu'il y a 2 entre chacun des nombres. Ou 31, 33, 35, il y a aussi 2 entre 31 et 33, et 2 entre 33 et 35, par exemple. Eh bien, pour faire un meilleur trio, c'est pas la peine de mettre des cartes qui sont de plus haute valeur, mais ce qu'il faut, c'est jouer 3 cartes dont l'écart entre les valeurs est plus grand. Ok ? Reprenons l'exemple précédent avec 31, 33, 35, où il y avait une valeur de 2 d'écart, et bien 4, 7, 10, c'est mieux, parce qu'il y a une valeur de 3 d'écart. Ok, j'espère que c'était clair, je sais pas, on verra. C'est le seul twist du jeu, je vous avoue qu'il suffit à retourner le cerveau de manière complètement folle, parce qu'on tient sa petite main comme ça, on ferme un peu les yeux, moi je sais que je fais des sourcils qui se froncent, ou je fais des drôles de tête sans aucun doute, je me dis, attends, alors là, 7... 14, non j'ai pas le 21, 7, 17, non ça marche pas. Ah est-ce que c'est un trio? Ah non ça marche pas le trio de 13, c'est un africain. Et c'est vraiment particulier, et c'est vraiment drôle en fait comme moment, parce que surtout à le faire découvrir en fait. Moi j'adore vraiment le faire découvrir, notamment en fait au début on présente le jeu et les gens se disent ouais bon ok. Et là on présente la mécanique des trios. Et les gens ils se rendent compte de ce que ça implique, ils regardent leurs mains, et on les voit faire cette tronche un peu... Qu'est-ce qui va se passer? Oh purée, pourquoi est-ce qu'on me fait jouer à ça? Et alors après, comme c'est a priori souvent le cas avec Taiki Shinzawa, il y a plein de jeux à lui que j'ai pas fait, mais ça semble être un professionnel pour ça. C'est une proposition super drôle. Il y a vraiment un côté surprenant, mais le jeu en lui-même, bon, il est pas super mémorable. Le rythme, il est vraiment trop haché parce qu'on est tout le temps à la recherche de ces petits trios qui en fait sont la seule combinaison un peu intéressante du jeu. Mais qui colle pas en plus avec la simplicité qu'il représente en tant que jeu de défausse. Et aussi, en fait, on est tellement content de trouver des trios, et c'est tellement rigolo comme truc, et dès qu'on identifie un trio, on a envie de le jouer. Sauf que en termes de stratégie, ça marche pas, parce que du coup, en fait, ça va nous laisser des cartes parasites, comme dans beaucoup de jeux de défausse. Donc on va pas réussir à se débarrasser, donc en fait, il aurait mieux valu temporiser. Mais c'est pas rigolo, donc en fait, tu vois ton trio de 15, tu peux pas t'empêcher de dire, vas-y, trio de 15. Mais partie à plus de 2, c'était quand même plus intéressant que celle à 2. Notamment parce qu'on sait un peu ce qui est tombé, et que comme il y a une seule carte de chaque valeur, on sait à un moment, parfois on se dit ok là je sais que je suis maître, je vais pouvoir enchaîner plusieurs tours et progresser vers la victoire. C'est les seuls moments où on peut un peu retourner la situation tout en étant un peu conscient. Je vous avoue que de mon côté c'est plus du hasard qu'un contrôle de la partie. Du coup voilà, c'est un jeu Pin Combi Trio qui me laisse un peu mitigé. Pourtant j'en ai fait une 15aine de parties je pense, et à chaque fois j'adore le faire découvrir en fait à des nouvelles personnes. Je rejoue peu avec les mêmes personnes parce que comme dit le jeu est pas assez
intéressant pour ça, mais par contre, ouais, si vous pouvez, essayez-le. C'est une proposition bancale. Elle va pas trouver forcément place sur ma table autrement que, ouais, essaye une fois dans ta vie. Mais par contre, ouais, je trouve le système de trio, alors c'est pas pour moi parce qu'encore une fois, c'est trop brain, mais c'est un système vachement intéressant. Mais je pense que vraiment, il y a un truc à faire avec dans un jeu qui trouverait plus un truc global qui serait satisfaisant. Rappelez-vous, dans ma vidéo bilan de 2022, j'avais mis Two Rooms and a Boom dans les jeux dont j'étais très curieux, que j'espérais faire, qui aurait peut-être pu finir dans mes bonnes surprises de l'année. Et c'est un jeu, Two Rooms and a Boom, dont on entend parler, enfin en tout cas moi, dont j'entends parler depuis des années, comme une espèce de curiosité ludique assez unique à essayer un jour dans sa vie. Et il est sorti en français chez Yellow dans leur gamme mini. Et il faut évidemment l'occasion d'être en grand groupe, puisque voilà, c'est une condition indispensable au jeu et qui n'est pas très fréquente pour moi, je joue rarement à plus de 4 ou 5. Et on est dans du jeu en équipe et identité secrète. À 2 équipes précisément. Durant les différentes phases de jeu, chacune va essayer de choper un peu des petites informations afin de faire gagner son équipe, que ce soit la couleur des autres, que ce soit leur rôle, ce qu'ils doivent faire. Il y a quelques objectifs qui vont aussi dépendre des rôles. Alors nous on a joué à 20-25 je crois, avec une partie où on n'avait quasiment aucun rôle pour découvrir le système. Et ensuite on a refait une partie mais avec les rôles. Et la première elle était assez oubliable. Et on espérait que c'était un peu une mise en jambe, on se disait bon ok maintenant on a compris le principe, maintenant on va s'amuser avec les rôles. Et ben moi de mon côté mon sentiment il a fait que se renforcer sur le côté très oubliable du truc et un peu raté. Faut avouer que j'avais le rôle du mime, je sais pas si vous voyez mais c'est une personne qui n'a pas le droit de parler, il y en a un dans chaque équipe. Donc voilà, le nombre de rôles est aussi parfois divisé par 2 parce qu'il y en a un par équipe. Et alors pas le droit de parler, même si c'est une partie assez courte, bah, j'ai trouvé le temps très très long. Alors c'est rigolo au début, mais voilà, enfin on finit par écrire des trucs sur son téléphone ou quoi. Alors il y avait quelque chose de circonstanciellement assez rigolo dans ce rôle, c'est que donc ça on a pu le faire au Weekend Proxy Jeux, et j'ai cette réputation chez Proxy Jeux, qui est pas usurpée, hein, je l'assume, d'être un peu une petite pipelette du podcast, je m'étale, je digresse, même si j'essaye de moins le faire, mais c'est très difficile. Du coup le concept il est alléchant, mais l'exécution elle m'a paru pas forcément très réussie. Alors j'imagine que le ressenti dépend de la taille du groupe, j'ai entendu des gens en parler avec beaucoup de bien et des expériences très amusantes. Ça dépend évidemment de qui le constitue, ça dépend aussi des rôles qui sont en jeu et puis du rôle que nous on possède. Et honnêtement là pour ce qui est de la qualité du groupe, bon je pense qu'on était trop nombreux pour jouer, mais que c'était des gens tout à fait agréables avec qui jouer. Et il y a un truc aussi, c'est qu'au lieu d'être un jeu qu'on peut vraiment jouer et ouvrir, ce qui est quand même plutôt pas mal plutôt que de devoir expliquer des rôles et des points de règle à 20 personnes en même temps, en fait Two Rooms and a Boom, j'ai l'impression que c'est quand même une expérience à bien préparer pour qu'elle soit le mieux réussie possible, parce que finalement il y a beaucoup de rôles qui sont des doublons, il y en a beaucoup qui me paraissent vraiment pas très intéressants, je parlais du mime mais il y en a plein d'autres. Les rôles gris, eux, qui appartiennent pas à une équipe spécifique, ils ont des objectifs précis, ils me paraissent un peu plus intéressants, ils me paraissent aussi de laisser un peu moins le temps à l'ennui de s'installer, parce qu'on essaye justement de chercher des informations précises, et qu'on n'est pas là juste dire ouais montre-moi ta couleur, ah, bah moi aussi. Mais quand on est juste membre d'une équipe, ouais, les situations se répètent un peu, il y a très peu de variations dans les émotions ressenties, on fait que partager ou non sa carte, ou une partie de celle-ci, avec quelqu'un d'autre, bon. Je vous avoue que moi la partie la plus intéressante du jeu ça m'a paru celle du choix de qui désigner comme leader et de qui on fait changer de lieu, mais bon là encore hein, les choix peuvent être un peu à l'aveugle, ils peuvent aussi être un peu évidents. Moi je sais que dans ce genre de jeu ce que j'aime c'est qu'à la fin il doit y avoir une explosion de joie un peu partagée dans la victoire ou une frustration dans la défaite parce qu'on s'est fait duper, parce qu'on n'a pas réussi à identifier les trucs. Là je vous avoue que je sais même pas si on a gagné ou perdu mon équipe, on a juste révélé le truc, on a fait très peu de débriefs en aval, et finalement on est retourné à nos autres parties qu'on avait mis en pause. Donc ouais, assez décevant, d'autant plus qu'encore une fois je trouve que le concept était sinon unique, au moins assez attirant dans sa forme, et que quand on aime les jeux d'équipe à rôle secret, c'était quand même plutôt attirant encore une fois. Si on m'en propose une nouvelle partie, je sais pas, je pense que je continuerai à jouer à autre chose, surtout si j'ai le risque d'avoir une nouvelle fois un rôle dont on fait le tour en à peu près 30 secondes. Donc mettre plein de rôles dans une boîte c'est chouette, si c'est pour que la moitié soit des rôles pas intéressants, c'est du remplissage. Donc c'est un peu dommage, très déçu par Two Rooms and a Boom. Allez, j'inaugure un peu ce truc avec cet épisode, je vais caler en fin de cette partie des jeux que j'ai découverts, mais dont finalement il n'y avait pas grand chose à dire d'autre que quelques phrases, alors soit parce que j'ai qu'une partie, soit parce que le jeu il mérite pas plus de propos que ça. Donc je commence avec un jeu de plis solo. Je vous en ai déjà parlé de certains, mais il a la malchance un peu d'arriver après For Northwood ou Ek dans ma vie de joueur. C'est pas un jeu qui est fondamentalement désagréable, c'est Follow the Suit solitaire, un jeu japonais je crois si je dis pas de bêtises, et il a des petites particularités, mais c'est un système qui est pas très intéressant, ça laisse peu d'espace de choix, t'as l'impression d'être plus face à une réussite pas très intéressante qu'un jeu de plis. Alors bon, il fait partie des jeux un peu oubliables, mais c'est pas le pire de la liste, il mérite d'être essayé, et puis il vous suffit pour ça d'un jeu de 52 cartes, donc allez-y, les règles sont sur BGG.
Ensuite c'est Frantic, un jeu de défausse dans la lignée du Uno un petit peu, du 8 américain, qui est à peu près aussi ennuyeux que le Uno, en tout cas du haut d'une seule partie. Et alors la grosse différence, et là où peut-être que le jeu trouve sa saveur sur certaines parties, c'est dans des pouvoirs qui sont un peu plus variés que dans le Uno, notamment à l'aide des cartes événements, et nous on n'a pas eu beaucoup de cartes événements qui se sont révélées dans notre partie, et donc c'était assez plan-plan, pas foufou. À l'occasion, pourquoi pas, je pourrais réessayer pour voir si effectivement c'est juste la partie qui était mauvaise ou le jeu qui était pas ouf. En tout cas, de ce que j'ai fait, j'ai pas l'impression que le jeu en a beaucoup plus sous la pédale. Et on finit cette mini-partie avec Takayama, un jeu d'adresse très très élégant et qui a une super originalité de proposer 2 règles. Pas une de base et des variantes, mais ni des livrets différents selon les règles, mais une règle pour expliquer le jeu et une autre pour mesurer à la fin de chaque construction. Parce que le but dans Takayama, c'est d'arriver avant les autres à 1 mètre en cumulant les mesures des différentes manches, qui est déjà quelque chose assez original, je trouve, en termes de façon de scorer. Et dans ces manches-là, on empile des pièces prises selon des jetons qu'on retourne. Alors, on essaye de les empiler, il faut que ça tienne, sinon ça tombe et on marque aucun point. Alors l'idée est cool, mais en fait on était juste à 4 et on se retrouve très vite à s'ennuyer en attendant son tour, même s'il y a le côté assez contemplatif de regarder l'autre placer ses trucs. Mais le problème c'est que Takayama est vite répétitif, à la fois dans les configurations d'assemblage des pièces, où il y a beaucoup de choses qui vont se répéter. Il y a des situations qu'on va privilégier, il y en a d'autres qui sont à peu près impossibles, parce qu'il n'y a pas des masses de pièces non plus, pour, j'imagine, limiter le prix du jeu. Donc peut-être qu'il faut partir sur des parties plus courtes pour que ce soit plus agréable. Encore une fois, ça c'est assez dommage, parce que visuellement, et puis d'un point de vue de la manipulation et du choix des pièces, c'est plutôt cool. Et comme dans tous les jeux d'adresse, il y a des situations improbables, des photos qui valent un peu le coup, et puis il y a vraiment des moments de rigolade autour de la table, mais la partie est un peu trop longue, et tout ça se répète un peu trop. Voilà, on a eu des déceptions, des expériences pas très plaisantes, mais heureusement il y a eu d'autres choses aussi en mai et en juin, il y a eu beaucoup de bonnes découvertes. On va commencer avec les jeux que j'ai trouvés plutôt réussis. Je crois bien qu'à chaque émission, je cale minimum un Knizia, Rainer Knizia, donc un des grands auteurs contemporains du jeu de société. Et on va commencer cette partie des jeux pas mal par un jeu qui a bien failli finir dans des trucs pas très bons. Et tout ça c'est la faute à ces configurations annoncées sur les boîtes, en disant que allez on va mettre que c'est à 2 à partir de 2 parce que ça a touché plus de monde. Et du coup j'avais joué à 2 avec madame, et c'était vraiment pas terrible, avec une dynamique très molle. Et alors contrairement à parfois avec d'autres jeux, honnêtement en jouant à 2, c'est vrai c'est pas ouf, et je voyais pas vraiment de potentiel, même à plus de personnes autour de la table. Et alors j'ai quand même pu jouer à 5 puis à 3, et vous le devinez, sans que ça révolutionne quoi que ce soit, et même si c'est un feeling un peu répétitif, vous devinez que ça fonctionne un peu mieux, sinon il n'aurait pas été là. Les jetons à gagner vont plus circuler, on discute beaucoup plus pour pousser à attaquer plutôt telle personne que nous. Il y a un peu un système de vengeance personnelle et irrationnelle où on veut attaquer la personne qui nous a piqué notre 5 plutôt que d'essayer de sécuriser les points. Il y a un petit peu de mémoire avec les histoires des alibis, il y a des petites cartes spéciales qui introduisent juste ce qu'il faut de particularité sans trop complexifier l'ensemble. Même si je vous avoue que la carte et surtout le jeton de la boss, c'est toujours un peu compliqué à expliquer en termes de scoring, parce qu'en termes d'icono, il n'y a rien qui dit qu'elle marque avec un 5 ou un 4. Ça c'est un peu, je comprends pas ce jeton, comment on n'a pas pu le rendre plus clair. Le chien aussi, c'est une bonne idée qui force à certains choix, parfois ça force un peu à faire des alliances en s'acharnant sur une personne pour lui faire perdre le chien. Ça change aussi un peu le tempo du jeu, il y a cette notion de sécurité quand on l'a. Le tout c'est édité par Helvétique, c'est une boîte qui est à peine plus grande que celle de Tucano, Kariba, compagnie. Et il y a toujours aussi évidemment cette volonté d'inclusivité dans les règles qui est à saluer. Je le fais pas à chaque fois, mais GG à vous. Je trouve vraiment dommage par contre d'un point de vue édito de le proposer à 2, parce que clairement c'est le genre de jeu qui à 2 peut engendrer une déception. Il y a le système d'alibi qui est pas bien nouveau, mais qui est assez sympa, même si assez punitif pour le coup. Mais à 2 il perd aussi de son sel, parce que sinon il permet d'éliminer directement une personne autour de la table à la fin de la partie. Donc voilà, je considère que c'est un jeu plutôt agréable à 3 et 5. Je pense qu'à 4 c'est agréable aussi, je vois pas pourquoi ça ne serait pas. Mais si vous jouez seulement à 2, vous pouvez oublier Arthrobury. Alors autant on a un peu attendu pour voir un jeu de pli ou de défausse dans la partie de déception, voilà, on n'aura pas attendu longtemps pour en voir un dans cette partie. Et pour le coup, c'est avec un jeu que je possède depuis maintenant pas mal de mois, que j'avais hâte d'essayer, et c'est enfin chose faite. J'avais beaucoup d'attentes dans Cat in the Box, parce que j'avais vu des vidéos dessus depuis des mois, comme dit. Ça a été confirmé, les retours anglophones par des camarades de Proxy Jeux à Essen. Et bon, on va pas se mentir, on est quand même dans le genre autour duquel je tourne depuis un an.
Et finalement, c'est peut-être parce que je tourne autour depuis un an qu'il finit pas dans les tops, mais juste dans les c'était cool. Parce que Cat in the Box, il devrait d'ailleurs bientôt arriver en version française chez Matago, Cat in the Box c'est plutôt cool. Il y a un système notamment de cartes sans couleur et où on choisit la couleur au moment où on la joue, ça c'est plutôt chouette. Également j'aime plutôt le mélange entre jeu de pli et jeu de placement, où on va avoir la partie placement pour essayer de maximiser ses points, et qui va donner ici l'intérêt et de l'importance à la phase de pari. Et ça donne aussi une dynamique un peu spécifique justement au choix des cartes qu'on va jouer lors de la phase des plis, puisqu'il va pas juste s'agir de gagner le pli, mais aussi de se placer au bon endroit quand bien même on perdrait le pli. Mais bon voilà, depuis que j'ai découvert plein de jeux du genre, j'ai peut-être un peu moins eu l'effet waouh que si je l'avais découvert il y a un an et demi, parce qu'en fait j'ai été au contact de concepts vraiment plus farfelus, vraiment plus surprenants. Alors attention, si vous n'êtes pas habitué, il y a quand même quelque chose de déroutant lors des premières parties. Et puis au cours des mains, il m'arrive aussi, ça c'est cool, c'est qu'on puisse rigoler parce qu'on s'est soi-même bloqué et qu'on dit ah bah je joue ça, ah bah non je peux plus, j'en ai plus, je me suis empêché de jouer ça. Également aussi, Cat in the Box est sans doute un jeu un peu plus calibré et plus réussi dans sa globalité en tant que jeu que par exemple, je parlais de Taiki Shinzawa dans les déceptions avec Pin Combi Trio. Dans l'absolu, c'est un meilleur jeu, je pense, mais ça le rend presque un petit peu sage pour moi, où ça manque un peu de folie. Je parlais du système de pari, on voit bien que c'est là pour aller avec la dynamique de placement et cette mécanique-là, mais en vrai, le système de pari est déjà vu et pas passionnant en lui-même. Pareil, du côté du paradoxe temporel, c'est une conséquence assez logique du fait de laisser les couleurs jouer à l'initiative des joueurs ou joueuses, mais bon, c'est pas aussi, comment on dit, mindfuck que d'autres jeux. Et dans l'absolu c'est même un peu punitif parce que des fois on manque de contrôle et puis on se retrouve à faire un paradoxe quasiment à chaque fois et c'est pas vraiment notre faute, ça l'est mais est-ce qu'on a fait les mauvais choix? Pas forcément. Alors encore une fois je pinaille, franchement Cat in the Box vous devriez essayez-le quand il sort, c'est quand même vraiment cool, c'est charmant, c'est très mignon, hein, les cartes sont absolument adorables. Personnellement je le garde dans ma ludothèque sans souci, je refuserai sans doute jamais une partie, mais disons que je trouve pas ça aussi fou que les retours me le laissaient entendre, peut-être du fait de ma place moi dans ce genre de jeu, d'où sa place dans cette catégorie et pas dans les tops. Là où Cat in the Box, bien que plutôt chouette, était une relative déception, c'est un peu l'inverse avec Hearth, qui est un jeu qui fait beaucoup parler depuis le début de l'année, que ce soit côté francophone ou anglophone. Alors il était sorti sur Board Game Arena, je l'avais essayé en solo, et autant la première impression me donnait envie d'y revenir, autant je suis sorti aussi avec beaucoup de doutes sur le passage notamment au physique, notamment en ce qui concerne l'activation des cartes de telle couleur à chaque tour. J'avais peur que ce soit un peu procédurier, vous savez, on fait ci, on fait ça, et bim bim bim, mais ça me permet d'activer ça et que ce soit un peu relou. Alors finalement j'ai pu jouer en physique à 4, et rejouer encore sur Board Game Arena dans différentes configurations. Et alors clairement, Hearth pour moi, c'est pas un jeu important, ni indispensable, ni qui va forcément marquer l'année. En tout cas, d'un point de vue de moi, mon ressenti, je pense qu'il marquera l'année pour plein de monde. Mais c'est un jeu qui, après plusieurs parties, continue de me satisfaire et j'ai finalement encore envie d'y jouer. Le passage justement au physique, à la table physique, ça s'est fait sans douleur. C'était vraiment ce que je craignais. Les parties ont été variées, mais les axes de développement ont aussi été variés, il y avait des rythmes assez différents, et finalement ce côté activation à tout va, c'est assez satisfaisant, et c'est pas surtout aussi lourd que ce que je pensais de prime abord. Et alors il y a même un autre truc que moi j'ai trouvé incroyable, c'est que vous avez cette règle d'échange des germes en sol qui est la monnaie du jeu, et donc on peut échanger pour avoir un peu de monnaie. Et moi je pensais que ce serait encore comme dans tous ces jeux de gestion un peu relous, où ce serait un petit marché qui permettrait de la flexibilité, mais qu'en fait on n'utiliserait quasiment jamais, qu'on oublierait tout le temps. Et ben en fait, dans Hearth, et c'est vraiment cool de voir ça, c'est utilisé de manière très régulière, avec des moments où il y a des bascules où là on va plus trop l'utiliser parce qu'on va plutôt chercher à garder les germes, et du coup on ne l'oublie pas, contrairement à vraiment plein de règles du genre, et ce genre de règles ça a tendance à me gonfler quand c'est vraiment là juste pour c'est pour l'équilibre, mais en fait c'est parce qu'on n'a pas trouvé un meilleur moyen d'équilibrer notre jeu. J'aime bien aussi l'aspect spatial du développement, puisqu'on construit son île de 4x4 en plaçant des cartes. Et alors que ce soit pour certains objectifs, pour des questions d'adjacence, ou même de priorité d'activation des effets, il y a plein de petites raisons, mais sans que... moi j'avais très peur en fait que cette dynamique de placement et de dire alors il faudra que j'active ça avant ça, etc. J'avais peur que ce soit très brain et très analysis paralysis un petit peu, et pas tant que ça finalement, et ça c'est plutôt une bonne surprise aussi. Autre chose que j'ai apprécié, c'est que dans Ark Nova ou dans certaines parties de Wingspan, moi je me plains un peu de ce gros paquet de cartes, et finalement au cours de la partie, on n'en voit que dalle. Alors évidemment ça permet des parties différentes, mais ça rend plein de parties difficiles et très frustrantes quand on cherche à aller dans une direction et qu'en fait, comme il y a très peu d'éléments pour tamiser le paquet, on peut pas. Et dans Hearth, comme dans Race Force the Galaxy, au contraire, il y a ces centaines de cartes, mais elles vont tourner, elles vont être dans notre main, elles vont dégager, etc. Et du coup on va vraiment pouvoir se focus sur tel ou tel point, et le jeu
également en termes de résultats, il permet aussi ça, de se focaliser sur certains points, de laisser certains actes de côté, et c'est quelque chose que j'aime bien. Moi je parlais de Space Station Phoenix où finalement on est un peu obligé de faire quand même un peu tout. Moi j'avais peur que ce soit le cas, et non, tu peux très bien faire une bonne partie en laissant de côté les objectifs. Ou sans finir ton plateau, enfin ton tableau de 4x4. Il y a plein de petits axes, et notamment des axes qu'on peut laisser de côté. Mais du coup, on prend plein de cartes, on en tamise, des fois on en a 15 en main, et moi j'avais peur qu'on soit noyé sous les infos, et qu'on sache plus quoi jouer, et que l'analysis paralysiste se retrouve. Et ben là encore, étonnamment, bonne surprise, parce qu'on arrive très vite à faire le tri entre ce qui va être pertinent pour nos stratégies, et finalement les trucs où on sait qu'on va pouvoir s'en débarrasser, quitte à même les tourner pour pas être embarrassé par les infos qu'il y a dessus, et notamment parce qu'il y a des mécaniques qui permettent de se débarrasser de plein de trucs et qui le valorisent. Et alors j'ai lu ici et là que c'était un jeu très dans son coin, un jeu solo à plusieurs, vous savez c'est souvent ce qu'on dit, il y a plein de gens qui accrochent à ce genre de jeu, c'est pas forcément un défaut, c'est un choix de game design dont moi je suis pas friand mais qui plaît à plein de monde, mais surtout, moi dans Earth, je trouve que c'est pas vrai en fait. Je trouve qu'il y a vraiment matière à l'interaction. Alors évidemment il y a cette course aux objectifs, moi je sais que c'est le type d'interaction vraiment qui m'indiffère, où je me dis vraiment ok allez, t'as mis ça pour dire qu'il y a de l'interaction, mais bon, soit. Non, l'interaction principale, moi que je trouve, c'est vraiment dans le choix des actions, où je retrouve sans doute en moins violent un côté un peu dans Carnegie ou Puerto Rico, pour remonter à un ancêtre un peu plus lointain, puisqu'on va choisir des actions et tout le monde va pouvoir la faire. Et je trouve que souvent, et c'est d'autant plus vrai à deux, certes, on va choisir une action qui nous est profitable à ce moment-là, et qu'on va pouvoir faire, mais moi, je sais que, et c'est peut-être ma façon de jouer, peut-être qu'il y a plein de gens qui jouent pas comme ça et c'est ok, mais moi je vais faire en sorte de choisir une action au moment où elle va pas profiter à mon adversaire. Et en faisant ça, je regarde son jeu en fait, du coup je m'intéresse à ce que la personne joue pour essayer qu'il profite pas de mes tours. Et en choisissant cette action, je prends le petit jeton et je le pose devant mon action avec un petit sourire sadique en disant « Ah, ça t'intéresse pas, mince alors !» Et à l'inverse, des fois je vais regarder, je vais me dire « Ah, là je vois que cette personne se dirige dans telle direction, elle va sûrement choisir cette action, parce que peut-être elle ne fera pas pour m'emmerder, mais je me dis « Ah, ok, donc... Ok, je vais pas en bénéficier à 100%, mais ça va me suffire, donc je vais plutôt choisir une autre action pour profiter quand cette personne va le faire, parce que je me sens qu'elle va plutôt dans cette direction. » Et pour moi, qui aime bien les interactions, ça suffit en fait, parce que vraiment, je kiffe ce genre d'interaction-là qui peut être un peu méchant, et justement qui se limite pas à la course aux objectifs. Du coup, voilà, bonne surprise, c'est pas un jeu qui finira dans ma ludothèque, parce que j'aurai pas l'occasion d'y jouer assez, mais aussi parce que bon, même si j'apprécie mes parties, je ressens pas grand-chose de neuf non plus, et les sensations provoquées, ça m'excite pas non plus outre mesure, mais moi même des jeux que je trouve juste bien, en fait, j'ai ce truc-là où je me dis, j'en attendais rien, je m'attendais même à ce que ce soit vraiment pas terrible, et du coup, même si c'est juste pas mal, en fait, je suis super content. Donc voilà, et d'autant plus que je m'inquiétais pour le passage au physique et que c'était pas le cas, donc c'est déjà très cool. Voilà pour Earth. On retourne aux cartes avec un jeu cette fois allemand auto-édité dans un format de boîte un peu atypique et puis un thème qui est aussi très chelou qui va ressortir avec un thème beaucoup moins rigolo avec des chiens. On est dans le jeu de pli où on doit suivre à la couleur et où surtout les différentes couleurs des cartes vont avoir différentes fonctions. Il y a une couleur qui va être l'atout, il y en a une qui va dire chaque carte que tu remportes dans cette couleur vaudra un point, il y en a une, chaque carte remportée dans cette couleur va faire perdre un point. Il y a le Ebuzz du titre. C'est une variante un peu locale du Hedvas, donc c'est quelque chose, et où il faut avoir quelque chose de cette couleur, mais pas le plus ni le moins pour marquer des points, bref. Tout ça on fait ça en 5 manches, et le twist principal de ce jeu, c'est qu'en fait au début d'une main on sait pas quelle couleur va correspondre à quelle fonction. On sait qu'il va y avoir toutes ces fonctions qui vont être réparties au cours de la manche, mais on sait pas qu'est-ce qui va être quoi. Et en fait c'est juste quand une certaine valeur va être révélée, selon la manche en cours, qu'on va commencer à le savoir. Par exemple, si la manche en cours c'est la manche du 3, pas forcément la troisième manche, mais la manche où la carte 3 est révélé, le premier 3 qui va sortir va déterminer que ce sera la couleur d'atout. Par exemple, si le premier 3 qui sort c'est un jaune, jaune sera l'atout. Le deuxième 3 qui sort c'est un bleu, c'est les cartes bleues qui vont valoir chacune un point. La troisième carte c'est une rouge, les cartes rouges vont faire perdre des points, ce genre de truc. Mais sauf que cette première carte, ce premier 3, il sort pas forcément à la première main. Elle peut arriver après 3 ou 4 mains alors qu'on a commencé à récolter des trucs, à offrir des choses aux adversaires, mais on sait pas trop ce que ça va valoir, on sait pas trop si ça va être des cartes positives, si ça va être négatif, si ça va être l'atout. Et inversement, on essaie aussi parfois de faire en sorte qu'on se dit « Ah, j'ai déjà récolté pas mal de cartes de cette couleur, ce serait pas mal si elle valait des points. » Et donc on va essayer d'orienter un peu pour que ce soit cette valeur qui sorte dans cette couleur à tel moment. Du coup, il y a vraiment chaque manche qui est vraiment rigolote, parce qu'il y a ce désir de contrôle, mais en même temps, il y a des rebondissements qui donnent des situations très imprévisibles, qui vont tout le temps remettre en cause ce contrôle. Personnellement, je suis assez fan du chaos qui est créé de cette manière. Il y a aussi une variante que j'ai pas essayé, mais bon. Donc très très rigolo, mais il y a un gros souci dans Ebuzz.
à la limite ça peut être voilà le bazar que peut être une manche. Je pense que tout le monde peut pas être fan de cette façon de fonctionner et de cette dynamique là, c'est quand même assez chaotique. Je pense que voilà, les gens qui aiment bien contrôler, ça va être peut-être un peu compliqué, mais c'est pas le problème principal, c'est vraiment la manière de compter les points et les enjeux de la partie, parce que voilà, la fonction des différentes couleurs elle est très cool, mais très vite ça va créer des écarts qui vont être impossibles à rattraper. Et du coup, assez rapidement, la partie peut être pliée, on peut se dire bon bah voilà, troisième manche en fait c'est fini, moi je suis dernier, je pourrais jamais remonter, à la limite pourrait y avoir des concurrences entre la 4ème place et la 5ème place, des trucs comme ça. Alors bon, je sais pas, j'ai réfléchi à des trucs pour le rendre un peu plus intéressant de ce point de vue là, pour un peu plus de tension en fait, parce que sinon, bon voilà, enfin on joue vraiment pas pour perdre ou gagner, et ce qui est pas très grave, mais le jeu propose quand même un système de scoring, donc autant qu'il soit intéressant. Peut-être qu'il aurait fallu valoriser le fait de perdre énormément de points, il y a quelqu'un à la table qui l'a suggéré, et qui au début d'ailleurs pensait « Ah mais si j'arrive tout en bas, tout à la fin de la piste de score parce que j'ai perdu des points, je gagne ?» Et c'est pas le cas, ça pourrait être une idée. Ou bien juste de faire un classement par points à chaque manche, par exemple, comme un peu dans Startups, qui est un jeu que j'adore, enfin dans Startups si on joue en plusieurs manches, mais où dire par exemple bah toi t'as gagné la manche donc tu gagnes 2 points, puis le deuxième gagne 1 point, 0, -1, un truc comme ça, et où du coup bah il y aurait moyen un peu de lisser tout ça. Moi je vous avoue que j'essaierai cette variante dans les parties à venir. Donc voilà, le plaisir de Ebus, il est vraiment pas dans la partie globale, c'est vraiment chacune des manches qui est rigolote et où vraiment on s'amuse, et en fait chaque manche suffit à prendre un peu du plaisir au jeu, il y a même moyen de faire qu'une manche, parce que comme dit le système de scoring sur l'ensemble de la partie est assez raté je trouve. Du jeu de cartes toujours, mais cette fois par équipe. Je vous avais parlé la dernière fois de Spades et de la Dame de pique, et ben on va se diriger vers le 19e siècle pour Euchre, je doute toujours un peu de la prononciation. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un jeu que j'ai découvert sur mobile et depuis j'en ai fait quelques dizaines de parties, parce que bon en moyenne, comme dit en version numérique, il faut compter à peu près 5 minutes par partie. Alors j'ai aussi eu le plaisir d'y jouer en vrai, forcément la partie est un peu plus longue mais aussi beaucoup plus agréable. Alors c'est vraiment du jeu de pli, de comptoir, avec cette très forte impression de taper le carton bien plus par exemple que dans un Cat in the Box. Alors je vous parle que de la version à 4 joueurs ou joueuses, j'ai pas essayé d'autres configurations, et a priori des retours que j'ai vus ça semble être de toute façon la configuration la plus prisée. Du coup on est dans du 2 contre 2, le but c'est de mettre 10 points avant l'équipe adverse, et pour ça, à chaque manche, il y a une couleur d'atout qui va être proposée de manière aléatoire, et dans l'ordre du tour, en consultant sa main, on va choisir de prendre ou non la main en laissant à la personne qui donne la possibilité d'ajouter la carte d'atout à sa main, et d'en défausser une. Donc voilà, pas mal de petits éléments, et si personne ne veut de cet atout, bah on refait un tour avec cette fois l'atout, et c'est librement qu'on peut le choisir. Évidemment, juste on choisit pas l'atout qu'on vient de refuser. Si jamais vraiment personne n'en veut, on refait une main, on annule la main entre guillemets, et donc l'équipe qui a choisi l'atout, ça va se jouer en 5 plis, on a que 5 cartes en main, et il faut au moins faire 3 plis pour gagner un point, sachant que si c'est l'équipe adverse, donc celle qui n'a pas choisi l'atout qui fait 3 plis ou plus, eux, ils gagnent 2 points. Mais si jamais je suis dans l'équipe qui a choisi l'atout et que je gagne tous les plis, notre équipe gagne 2 points, donc voilà, c'est que 5 plis, et le deck de Euchre, que je vais appeler décidément comme ça, c'est pas forcément celui auquel on est le plus habitué, en tout cas moi pas, parce qu'il y a que 24 cartes, des cartes qui dans chaque couleur vont du 9 à l'as, et en plus de ces 24 cartes, on en a que 20 distribuées, il y en a 4 qui sont écartées pour la main. Ça donne finalement un jeu très concentré où il n'y a pas beaucoup de gras, où l'analyse elle est assez rapide, la prise de décision elle est assez claire, assez facile, le card counting comme disent les anglais, le décompte des cartes il est assez simple aussi justement, comparé à des jeux où il y a beaucoup plus de cartes comme le tarot ou quoi. D'ailleurs je trouve que la phase de pli elle est pas passionnante, c'est assez classique. On peut presque jouer un peu de manière automatique, si ce n'est les 4 cartes qui sont un peu écartées. Voilà, il y a quelques mains un peu spéciales où on prend un peu de risque ou quoi. Et il y en a aussi un peu de prise de risque quand on choisit l'atout, parce qu'il arrive qu'on choisisse de prendre alors que la main qu'on a elle est juste moyenne, et à ce moment-là on compte un peu sur son partenaire. Il y a un autre truc un peu original, pour qui a des habitudes disons plutôt francophones, ça va être la hiérarchie de l'atout, qui est assez classique, sauf du côté de la carte maîtresse, qui n'est pas l'as, mais c'est le valet de la couleur d'atout. Donc valet, puis as, puis roi, dame, 19, mais surtout, alors on se fait vite à ça, mais c'est quand même assez atypique, la deuxième carte maîtresse en fait c'est pas l'as de la couleur, c'est le valet de la même couleur que l'atout. Alors quand je dis couleur, vous savez c'est un peu bizarre parce que du coup les anglais ils ont suits et color, et nous on a juste la couleur, disons, je parle pas de la famille, je parle vraiment de rouge et noir. Un exemple va être peut-être plus parlant, si l'atout c'est cœur, alors la carte la plus forte c'est le valet de cœur, puis c'est le valet de carreau, parce que carreau c'est rouge,
et cœur c'est rouge aussi. Et enfin, il y a un truc assez intéressant aussi qui peut occasionner des retournements en cours de partie, c'est que au moment où on va choisir l'atout et tout, au début de la partie, on peut partir tout seul face à l'équipe adverse en choisissant l'atout. Dans ce cas-là, notre partenaire ne participe pas, ne révèle pas ses cartes. En général, c'est un choix qu'on fait si on a beaucoup de retard dans les points, et surtout si on est à peu près sûr de faire les 3 plis et a fortiori les 5, parce que si on fait les 5 plis, c'est pas 2 points qu'on gagne si on est tout seul, mais 4. Donc ça peut vraiment renverser la partie, redynamiser le truc. Donc cœur, j'ai beaucoup aimé, que ce soit dans l'aspect très concentré en termes de choix et de nombre de cartes, mais il y a quand même quelques petites subtilités, quelques aléatoires, etc. qui suffisent à lui conférer une identité, à faire que c'est pas trop répétitif. En tout cas, j'ai hâte d'y rejouer en physique, clairement ce sera sans doute un des jeux auxquels j'aurai le plus joué cette année sur mobile. J'ai évoqué Takeyama dans les déceptions, du fait d'une partie un peu trop longue, trop répétitive, mais je disais aussi quand même qu'en général, je suis plutôt friand des jeux d'adresse, d'empilement. Alors, faut le savoir, c'est des jeux auxquels je suis absolument nul, je tremblote au moment de prendre les pièces, au moment de les lâcher, j'ai une très mauvaise estimation de la physique, et donc j'ai une très mauvaise estimation d'où placer les objets de manière pertinente, mais c'est quelque chose que j'adore, le Jenga et tout, de l'ambiance qui se dégage autour de la table, avec vraiment des moments de tension, de relâchement, de suspense, c'est vraiment des ambiances très cinématographiques et pleines d'émotions. Et donc Feu de camp, alors il n'est pas très original, mais ça fait partie des jeux que j'ai pas mal apprécié ces derniers temps dans le genre, qui n'est pas un genre non plus auquel je joue plus que ça. Alors, il apporte pas grand chose au genre. Il a une variante experte, ou avec des cartes un peu plus dures, ça apporte aussi assez peu. Et je trouve aussi que les contraintes de pause, en fait la seule contrainte de pause, c'est, enfin disons la seule limite, c'est, ça peut être le seul malus, ça peut être un changement de main. Voilà, on n'utilise juste pas sa main forte. Bon, c'est un peu léger, hein. J'aurais aimé qu'il y ait des choses un peu plus inventives de ce côté, je vous avoue. Après, on peut les créer, mais bon, c'est un peu dommage quand même. Également, je suis pas forcément friand des jeux à élimination directe, même si ici, bon, c'est des parties assez courtes et on s'ennuie pas trop. Et moi, de mon côté, de toute façon, j'aime assez... J'aime presque autant, je pense, regarder les autres construire que moi de faire l'action. Il y a quelque chose d'assez hypnotique là-dedans. Le petit twist aussi de Feu de camp, c'est l'utilisation de la petite pince qui, attention, est quand même assez fragile. Moi, je l'ai cassé, donc j'ai pris autre chose après. Et également... il y a aussi un truc, c'est que au lieu d'empiler les pièces une par une, si on a plusieurs pièces à mettre, il faut d'abord les empiler avant de poser l'ensemble sur la structure. Et enfin, ce qui surtout va démarquer Feu de camp, je trouve, c'est l'édition et le ressenti qu'elle procure. Alors il y a pour commencer ce packaging qui ressemble à une boîte d'allumettes, qui est très sympa, mais surtout il y a des couleurs utilisées pour les cubes qui sont donc du rouge et du jaune, et qui permettent un peu une construction qui a du sens en termes de thématique. Et je trouve que les résultats de Feu de camp sont toujours, juste avant que ça tombe évidemment, une réalisation que je trouve assez chouette, que j'aime bien observer dans la création, dans son résultat, avant son effondrement. Alors c'est pas grand chose, mais ça donne un peu de sens à tout le reste, et du coup au-delà du plaisir de l'empilement, il y a surtout, Feu de camp ajoute celui de la contemplation. The Number est assez fascinant, il fait partie un peu de ces rares jeux, trop rares jeux, qui s'expliquent vraiment super bien en jouant directement un tour. C'est un jeu qui est vraiment très élégant. Alors le principe il est très simple, hein, mais les dynamiques de jeu qui vont en découler sont assez évidentes, mais elles sont aussi assez mouvantes. Il y a vraiment un peu au départ du guessing sans aucune information, sauf éventuellement la méta avec plusieurs parties. Mais petit à petit on entre dans un jeu plutôt de déduction, donc il y a quand même une évolution dans le jeu qui est assez cool. Effectivement, si on joue plusieurs fois avec les mêmes personnes, ça va favoriser les niveaux de guessing, mais encore faut-il pouvoir enchaîner ces parties. Parce que moi, The Number, depuis sa découverte, je le trouve plutôt attirant, plutôt cool à faire découvrir, mais malheureusement, c'est un jeu, j'ai constaté en le faisant découvrir justement, que je pense que il y a eu 2/3 des parties qui sont un peu tombées à plat, et ce quel que soit le nombre de personnes à la table, c'est pas une question de nombre de personnes. Et c'est un peu dommage, j'avoue, parce que moi à chaque fois je suis assez enthousiaste et puis je vois que la partie tombe à plat et que tout le monde est un peu ok, qu'est-ce que c'est que ce jeu, il n'y a pas grand chose qui se passe. Et j'avoue que les parties qui passent, il y a vraiment cette élégance là de Hisashi Hayashi qui reste, c'est vraiment super élégant je trouve en termes de mécanique de jeu et de propositions, mais au long terme le plaisir de jeu reste peut-être un peu moins, beaucoup moins par exemple si je devais comparer qu'à un Kites, qui est aussi souvent pointé comme un jeu à faire découvrir mais qui tient pas la longueur. Moi je trouve que c'est pas vrai. Kites, j'ai toujours du plaisir à le sortir après plein de parties. Là où The Number, ouais, ça s'essouffle un petit peu. Il y a bien un petit peu de déduction, notamment sur la fin de jeu, et il y a aussi des moments incroyables, et ça m'est arrivé une fois notamment où dès le premier nombre affiché, en fait 2 personnes ont mis exactement le même nombre sans qu'il y ait rien pour orienter vers ce nombre là quoi. Ça a quelque chose quand même en général d'assez magique ce genre de moment. Mais bon, la maîtrise du jeu est assez légère,
Et il y a souvent en fait ce reproche-là que j'ai entendu et que je peux comprendre et qui est assez vrai de bah j'y vais au pif. Alors évidemment il y a le choix de mettre plusieurs chiffres ou pas, etc. en termes de progression dans la manche, mais il y a quand même ce côté de ok bon bah allez on fait au pif, je mets les numéros que j'aime bien et puis on verra. Et il y a quelque chose, alors j'ai pas encore mis le doigt dessus, mais j'ai l'impression que la marge de progression reste assez faible parce que les quelques leviers d'action sont assez évidents, mais en même temps il y a quelque chose d'assez étonnant dans le jeu, c'est que en général tout le monde ou presque fait plus de points à la deuxième manche qu'à la première, donc il doit quand même y avoir une espèce de compréhension globale où j'arrive pas à mettre le doigt sur le levier qui permet cette progression, ce qui est assez intéressant. C'est un peu frustrant de pas réussir à mettre le doigt dessus, mais c'est cool aussi. En tout cas moi The Number je le garde dans ma ludothèque, j'ai toujours moi du plaisir à le faire découvrir, hein, même si souvent c'est des bides, mais c'est pas grave. Mais je vous avoue qu'au fil des parties, autant à la découverte il était vraiment dans la partie suivante des coups de cœur, des tops, et les restes du coup, alors que ce soit parce que les parties tombent à plat ou du fait de mon essoufflement personnel par rapport au jeu, il reste dans les bons jeux. Et je me demande ce qu'il en restera en fin d'année. C'est vraiment ce genre de jeu où il y a un effet un peu waouh, et puis petit à petit ça se tasse, donc on verra. J'espère que le temps va pas le faire dégringoler au rang de jeu anecdotique quand même. Je vous parlais de Hucker un peu plus tôt, et de notamment son aspect assez concentré, que ce soit en termes de nombre de cartes et puis de feeling global. Et ben Pinocle ou Pinocle, là aussi je doute de la prononciation, c'est presque un jeu qui est à l'opposé de ce spectre-là, même si c'est lui aussi un jeu de pli par équipe, quand on joue à 4 en tout cas, qui est la configuration dans laquelle j'ai joué. Alors là où Hucker avait 24 cartes, Pinocle en a 48, et du coup en fait c'est un jeu qui peut être constitué de 2 decks d'Hucker, sachant que je crois qu'il peut même être doublé, donc avoir 96 cartes. Moi j'ai vraiment joué avec les 48. Hein. Et en gros il y a les cartes de chaque couleur du 9 à l'As, mais chacune en double. C'est pour ça qu'il y a 2 decks d'Hucker. Je disais donc que c'est un jeu de pli, mais pas seulement, parce que finalement la partie pli c'est la plus annexe, et un peu comme dans Hucker, c'est pas forcément la partie la plus intéressante, on la joue de manière un peu automatique, mais avant ça, c'est là que c'est rigolo et que le jeu, on a l'impression de couche et surcouche, parce qu'on commence par une phase d'enchère, où il va falloir qu'on monte ou qu'on passe en commençant par un certain nombre, et puis on va pouvoir augmenter les enchères. La personne qui a parié le plus va choisir l'atout. Puis, une fois que cet atout est choisi, dans cette équipe-là, dans l'équipe qui a choisi l'atout, on s'échange 4 cartes. Pour essayer d'optimiser un peu le truc, et puis pour aussi des combinaisons, parce que voilà, les enchères c'était pas assez. Donc on rajoute à ça des combinaisons. Et il y a plein de combinaisons, ça peut être les rois de chaque couleur, ça peut être une suite presque complète à l'atout, ça peut être des mariages roi et dame de même couleur, ça peut être le pinocle du titre, qui est le pinocle c'est le valet de carreau et la dame de pique. Donc beaucoup de combinaisons, pas facile à retenir, heureusement il y a une aide de jeu dans mon appli, et il faut savoir que si on a en plus ces combinaisons plusieurs fois, puisque chaque carte est en double, ça rapporte beaucoup plus. Donc moi je vous conseille quand même, si vous découvrez ce jeu, d'avoir un truc qui récapitule à peu près tout pendant au moins les premières parties. Et honnêtement moi même dès que j'y retourne un peu après quelques jours, il faut que je retourne voir, ah oui c'est quoi le pinocle, ah oui c'est ce valet là avec cette dame là, c'est assez baroque tout ça. Et donc on regarde si on a ces combinaisons en main, on va les révéler. Et donc ça va rapporter des points, et ça va compter ces points dans la réalisation de l'enchère annoncée plus tôt. Donc on fait une enchère à la fois pour les plis, mais aussi pour nos combinaisons. Ouais. Et du coup, on montre ces combinaisons, donc on montre une bonne partie de notre jeu. Et on passe ensuite à la fameuse phase de pli qui est assez classique. Voilà, c'est une phase où en gros il y a que quelques cartes qui vont faire gagner des points, l'As, le 10 ou le Roi si je dis pas de bêtises. Et donc l'équipe qui a choisi l'atout, elle va essayer d'atteindre la valeur de son enchère en cumulant les combinaisons et les cartes remportées lors de paris, même si en général la plupart des points sont rapportés par les combinaisons. Si jamais cette équipe-là n'arrive pas à son pari, à son enchère, et ben en fait on perd autant de points que la valeur d'enchère. Admettons que j'ai parié 35, je n'arrive pas à 35, je perds 35. Alors que l'équipe adverse, elle marque juste les points des plis et éventuellement des combinaisons. En général c'est beaucoup moins que l'équipe qui a pris l'atout. Par contre cette équipe ne pourra pas perdre de points. C'est intéressant ça parce qu'on est vraiment dans un peu une optique, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce genre de jeu, une optique d'attaque-défense, où quand on est l'équipe qui fait des plis, on va essayer de faire en sorte que l'équipe qui a choisi l'atout n'arrive pas à son pari, même si souvent c'est assez compliqué si les choix ont été bons. Et surtout, ouais, on est là un petit peu en se disant, bon je vais essayer de faire un max de points, et puis voilà, je risque pas grand chose, alors que l'équipe qui a fait l'atout va vraiment chercher à atteindre son pari. Et donc bon voilà, on joue comme ça jusqu'à ce qu'une équipe atteigne un certain nombre de points et c'est fini. Donc voilà, c'est un jeu quand même assez baroque, beaucoup moins intuitif et épuré entre guillemets que Hucker. Il y a quelque chose de passionnant en fait à découvrir ce jeu, à avoir des couches, des surcouches, et ça donne un peu cette impression, c'est aussi un jeu du 19e siècle, hein. Ça donne l'impression qu'ils sont partis sur un truc et que petit à petit ils ont rajouté des phases et des couches jusqu'à s'arrêter à la phase actuelle. C'est assez intriguant, en tout cas je vous conseille sa découverte. Moi je trouve que par contre on se lasse quand même assez vite, autant Hucker je continue d'y jouer très souvent, autant celui-là beaucoup moins, et je trouve que la plupart du temps en fait la complexité globale elle est un peu superficielle, tout ce côté où on rajoute des trucs ça apporte
rapporte pas forcément énormément. Et je trouve aussi que c'est vraiment la phase de combinaison qui va faire le jeu, beaucoup plus que la phase de pli. Et en fait, fréquemment, on atteint la valeur qu'on a mis au niveau de l'enchère avec juste les combinaisons, et du coup la phase de pli elle a vraiment aucun enjeu. Et en plus, elle est pas passionnante en termes de choix, enfin on joue de manière assez automatique. Alors les points à atteindre pour finir la partie, ça va dépendre un peu des versions, des variantes et tout. Moi, en ligne, je joue en 150 points, et je vous avoue aussi que c'est un des défauts, c'est qu'on peut très vite y arriver. Et finalement, il est pas rare de faire des mains où on dépasse les 35 points. Donc ça va assez vite, et en fait, le fait de marquer autant de points, ça dépend beaucoup de la distribution des cartes. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose pour laisser ce hasard en termes de mécanique. Si on a des bonnes combinaisons, on va faire beaucoup de points. Et en fait, en général, dans ce genre de jeu, il y a beaucoup de manches justement pour laisser un peu le hasard et pour laisser à chacun la possibilité d'en bénéficier. Là, je trouve qu'en 150 points, c'est pas une durée qui suffit. Alors évidemment, ça se fixe assez facilement, on n'a qu'à dire qu'il faut 300 points, 500 points, que sais-je, mais dans ce format de base, ça reste un peu frustrant. Je vous avoue qu'en plus, voilà, en fait, si ça devait être un jeu qui dure 500 points, je trouve pas le jeu assez intéressant pour en faire des parties de 3 heures non plus. Donc voilà, vous avez compris, je préfère quand même la proposition assez réduite de Hucker au côté plus maximaliste, j'ai envie de dire, de Pinocle, mais ça reste vraiment une découverte assez curieuse. Si vous avez l'occasion et que ma description vous a pas trop effrayé, que vous avez à peu près compris, je vous conseille de tenter l'expérience. Restons dans les jeux de pli, et je crois que pour la première fois depuis que je vous parle de jeux de pli, je vais vous parler d'un jeu qu'on appelle en anglais les Must Not Follow. Vous savez, il y a les May Follow où on peut suivre à la couleur, il y a les Must Follow où on doit suivre à la couleur si on peut, et donc là c'est les Must Not Follow, c'est un type de jeu en fait où il est interdit de suivre à la couleur demandée, et ici spécifiquement dans Potato Man, il est interdit de suivre une quelconque couleur déjà jouée. Donc si le premier joue bleu, derrière il n'a pas le droit de jouer bleu, et s'il joue rouge, le troisième n'a pas le droit de jouer ni bleu ni rouge par exemple. Le tout avec des couleurs qui vont pas avoir la même fourchette de valeur, donc il va y avoir des cartes, voilà, le rang des cartes va être différent selon les couleurs, et également gagner des plis avec telle ou telle couleur, ça va pas rapporter autant de points. Alors comme d'autres jeux présentés régulièrement sur la chaîne, j'ai pu découvrir Potato Man, qui est un jeu allemand qui date de 2013, qui vraiment est un point important du Must Not Follow. Donc je l'ai découvert grâce à l'application Trickster Stable. Vraiment, enfin je vous en ai parlé plusieurs fois, je vous invite à la découvrir, à la télécharger, ça vous permettra de découvrir des jeux intéressants. Grand merci au créateur de Trickster Stable qui est Dan. Par contre, du coup on joue que à 4 contre des IA, et je me doute que comme souvent avec ces jeux, l'expérience sur table est un peu différente. Et en tout cas, Potato Man, c'était l'occasion pour moi de découvrir vraiment cet angle du jeu de pli. Et ces derniers mois, c'est un angle qui a pas mal de sorties. Il y a Tricky Time Crisis, je crois, qui est sorti dans ce genre-là. Il y a aussi Aurum, il me semble, qui emprunte à ça, donc voilà, pas mal à la mode. Alors évidemment, c'est pas la couleur demandée qui gagne, sinon voilà, c'est juste la carte de plus haute valeur, et il y a quand même un petit twist sur les deux couleurs, dont les cartes les plus faibles d'une couleur permettent de battre les cartes les plus fortes de l'autre, voilà, bon, un petit truc d'équilibre. Je m'attarde pas sur les détails. Donc c'est un concept vraiment cool à découvrir pour le coup, quand on le connaît pas, mais on se rend vite compte par contre que c'est un concept, alors je sais pas, en tout cas dans Potato Man, il y a une espèce de fourchette de choix qui est assez faible en fait, et de plus en plus on est tard dans le tour évidemment, puisque en jouant en 4ème on n'a plus que le choix en une couleur, et si on peut pas jouer, fin de la manche. Finalement, la partie pli, on joue beaucoup en automatique, c'est vraiment je pense un jeu où tu tapes le carton en parlant de la vie et puis de la mort et de tout ce qui entre. Bon, voilà, il y a vraiment juste quelques coups précis où on se recentre pour vraiment faire un bon choix. Notamment, il y a quand même quelques choix intéressants, c'est le cas lorsque les cartes en main, elles vont se réduire petit à petit, et où en fait on va essayer de vider les cartes points d'une couleur, typiquement dans l'appli je crois que c'est les rouges ou les roses qui permettent de valoir 1 point, en fait si les cartes 1 point sont plus là, ça permettra de gagner 5 points, donc là, aller chercher ces 5 points, on va peut-être se concentrer vraiment pour le faire. Il y a aussi un truc intéressant, c'est si jamais on mène, de manière générale, et qu'on va abréger une manche, on peut essayer justement de se faire une coupe, puisque si on peut plus suivre, si on peut plus ne plus suivre, la manche est terminée. Donc il y a moyen comme ça un peu de jouer sur le rythme de la partie, ça c'est plutôt cool. En tout cas c'est un jeu qui vaut le coup d'être découvert, ne serait-ce que parce que c'est un genre, le Must Not Follow, qui est assez intéressant. J'avoue que par contre j'espère tomber sur des propositions plus abouties dans ce style, même si une partie de temps à autre ça reste très agréable. Sync or Swim, j'en entends parler depuis Essen dernier, Essen 2022, il y avait notamment Cyrus de Proxy Jeux qui était vraiment très enthousiaste dessus, au point je crois, alors je sais plus les détails, mais je crois qu'il l'avait commandé sur le salon pour se le faire envoyer chez lui, parce qu'il n'était pas dispo sur le salon. Et quelques mois plus tard, moi je suis la chaîne YouTube du passe-temps, et voilà, ils en ont fait les louanges des mois, et même c'est une boutique qui en a commandé en VO pour répandre la bonne parole, parce que vraiment ils croient au jeu, et depuis on sait que Yellow va faire la VF, pas avant 2024 cependant, et c'est un jeu qui peut se jouer quasiment sans texte, et bon, il est temps de dire un truc. Je retiens bien quand les gens sont hypés, je retiens bien le fait qu'ils soient très enthousiastes et tout,
Mais alors pourquoi est-ce qu'ils sont enthousiastes? J'en sais rien, je me rappelle absolument pas de quoi parlait le jeu, je me rappelle pas de la description du jeu, j'ai une très mauvaise mémoire là-dessus, donc en fait, je retiens juste, ah ouais, ça, les gens disaient du bien, mais qu'est-ce que c'était? Aucune idée. Et du coup, des fois, j'ai embelli le truc pour que ça corresponde à mes attentes, en fait, je me disais, ah ouais, ça avait l'air trop bien, ah mais ça doit être parce que c'était comme ça. Et du coup, parfois ça entraîne des déceptions. Alors au Weekend Proxy Jeux, encore une fois ce fabuleux week-end, il y avait une boîte qui devait être sûrement celle de Cyrus. Alors de loin, alors que je jouais à d'autres jeux, je voyais des gens qui s'amusaient énormément sur Sink or Swim et je me disais vraiment ouais, ce week-end il faut que j'en profite et que je le tente. Alors finalement la partie s'est fait tard dans la nuit, mais bon, on était à peu près sobre. Et alors là il y a tout qui s'est effondré, enfin pas tout parce que sinon il serait pas dans les pas mal, hein, il serait dans les trucs que j'ai trouvé pas ouf. Et franchement c'est un super jeu, c'est très malin, c'est frénétique, c'est un très bon jeu coopératif à communication limitée. Et je pense qu'honnêtement, moi je vais finir par le prendre, que ce soit en VO ou VF, le temps que je lui pardonne, entre guillemets, parce que clairement, on s'amuse, il y a plein de super choses à en dire, il y a plein de choses à en dire d'ailleurs, de manière générale, ce qui est toujours très cool, sur pourquoi est-ce qu'il réussit, pourquoi est-ce qu'il se démarque aussi d'autres jeux du genre, et donc, voilà, avec un tel discours, il devrait être dans les tops, et alors peut-être que ce sera le cas, peut-être qu'à la fin de l'année, il finira dans les tops, peut-être, quand mon sentiment un peu de frustration, d'insatisfaction sera parti, parce que moi de loin, ce que je voyais c'était des gens qui faisaient des gestes, je sais pas si vous voyez le jeu, mais il y a les gens qui peuvent faire un fameux geste en fin de manche, où ils font une espèce de licorne ou quoi pour montrer qu'ils sont prêts, ou qu'elles sont prêtes. Mais alors dans ma tête en fait ça représentait pas la fin de manche, de loin je voyais juste des gens qui faisaient des mouvements. Et en fait moi dans ma tête Sink or Swim je m'imaginais un jeu où il y aurait une dimension gestuelle dans la synchronisation, ce qui serait totalement thématique, et finalement c'est juste un puzzle à plusieurs en temps limité avec des cartes. Très bien fait, mais il y a quelques gestes qui reviennent et tout, on peut drafter, il y a l'idée aussi de plonger, mais je vous avoue que moi dans la partie que j'ai fait, j'étais là et je me suis dit c'est que ça finalement, c'est que ce jeu de cartes, et finalement on fait les gestes que à la fin. Ouais. Voilà, je pense que vous commencez à le comprendre un petit peu hein, vis-à-vis des vidéos que je fais, mais j'aime bien quand un jeu a du sens, une espèce de cohérence, moi c'est vraiment quelque chose que je mets en avant, et qu'il arrive à une espèce de proposition un peu totale où tout est à sa place. Et là, Sink or Swim, le swim en fait il disparaît, ça aurait aussi bien pu être Sink or Parachute, ou Sink or chorégraphie, peu importe, Sink or dance, que sais-je. En fait, on oublie complètement l'aspect de natation synchronisée qui donne aussi du cachet au jeu, je trouve, qui est un thème original, qui potentiellement pourrait porter des mécaniques spécifiques. Et ouais, moi je l'ai pas retrouvé, et du coup, pendant toute ma partie, alors je me suis beaucoup amusé, mais j'étais là et toujours avec ce petit arrière-goût de mince, je pensais pas. Donc voilà, moi, malgré le plaisir leur prix de ma partie, je fais un peu le boudeur, même si encore une fois, hein, je boude un petit peu maintenant, mais en vrai ce sera sûrement un des jeux de l'année, c'est vraiment très sympa, je vous le conseille très fort. J'attends que ma petite insatisfaction passe. Et voilà, après avoir hésité, je l'ai chassé des tops avec une certaine méchanceté, une certaine irritabilité. C'est pas lui, c'est moi qui boude. Je te pardonnerai plus tard, Sink or Swim. Ça c'est un jeu de Tom Lehmann qui date de 2006 et c'est une très belle édition pour le coup. C'est une version japonaise, j'adore vraiment son look qui est plus attrayant pour moi que la version de base qui est plus austère. Et donc Tom Lehmann, vous le connaissez peut-être pour Race for the Galaxy, un jeu incroyable, et les suites ont jamais réussi à l'égaler ou ne serait-ce qu'à l'effleurer, même si je trouve que Race for the Galaxy est pas mal, mais je trouve Jump Drive et New Frontiers vraiment ratés. Res Arcana aussi il a fait, et c'est un jeu que je trouve fascinant, où je suis très mauvais et où j'ai du mal à en comprendre les tenants et aboutissants, mais je le trouve super. Alors, en tout cas, c'est un auteur que je suis avec pas mal d'intérêt. Et donc, Krone Unkragen, ou qui s'appelle aussi tout court The King, je crois, c'est sans doute pas son meilleur jeu, mais je suis vraiment content d'y avoir joué. Alors, c'était un peu par hasard, parce que j'avais pas prévu spécialement d'y jouer, mais ça permet vraiment de replacer un jeu dans sa ludographie, en plus un jeu relativement ancien. Et donc, on est dans du jeu de dés, avec des relances, des pouvoirs, et avec une espèce de montée en puissance, puisqu'on va essayer d'obtenir de plus en plus de combinaisons, et des combinaisons de plus en plus puissantes pour réussir à la fin à faire la combinaison qui permettra de prendre le roi, d'où le fameux To Court the King. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un arrive à prendre le roi, cette personne peut encore se le faire piquer dans un dernier tour qui est plutôt chouette en termes de tension. Alors parfois il n'y a pas de suspense parce qu'on sait que ça va pas être possible, mais il y a quand même une petite tension qui suit ce dernier tour et je trouve ça plutôt cool. Alors comme pas mal de Lehmann, et ça permet là aussi de le mettre dans sa ludographie, le premier contact avec le jeu, il est pas très limpide. Il y a des petites iconographies, alors c'est pas très compliqué, hein, il s'agit de faire des dés de même valeur ou des suites, des trucs comme ça, mais en vrai l'iconographie est pas aussi claire que ça. Il y a aussi le côté synergie parce qu'il y a vraiment des personnages et des pouvoirs qui vont permettre d'aller bien ensemble, donc forcément ça dans la première partie on découvre. Il y a aussi cette impression qu'au-delà du hasard, de lancer de dés évidemment, il doit peut-être y avoir quand même des stratégies un peu plus évidentes que d'autres, donc ça à voir après plus de parties, et donc j'en ai fait qu'une seule. Clairement ça sert vraiment à découvrir la première partie pour cerner tout ça, mais j'avoue que ouais, au-delà de ça, c'est une édition qui
qui aident à se motiver, parce que vraiment, enfin moi les cartes je les regardais et tout, je les trouve super belles, et j'avoue que même à hésiter entre un achat ou non, bah en fait le fait qu'il y ait ces visuels là, ça pourrait me pousser à l'acheter pour pousser l'expérience plus loin et pour renforcer un peu l'intérêt que j'ai eu dans la première partie. Donc ouais, je suis vraiment ravi d'avoir pu l'essayer ce jeu-là pour approfondir un peu ma connaissance de l'auteur, mais aussi parce que mine de rien ce système-là de dés et de relance de dés, il date de 2006, et en vrai il a une structure assez intéressante et je pense qu'il éclate pas mal de jeux de dés actuels qui sortent depuis quelques années. Comme pour la partie de déception, je fais une partie un peu de jeux que j'ai appréciés mais pour lesquels j'ai pas grand chose à dire, en tout cas pas assez pour réserver un segment. On parlait de Chrono Kragen et de Tom Lehman, donc j'ai joué à The City, qui lui aussi, c'est un comme tous les Lehman, il mérite un peu plus de parties pour s'habituer à son ergonomie et que l'expérience de jeu soit un peu plus fluide, un peu plus agréable, parce que c'est un système très simple, très élégant, mais trop souvent le rythme est un peu haché, on doit raconter plein de petits trucs, là où j'imagine que lorsqu'on a l'habitude du jeu, ben tout ça se fait de manière un peu plus automatique, donc c'est pas mal à refaire. J'aimerais bien qu'il existe une version numérique pour pouvoir m'habituer aux cartes, mais en tout cas c'est une première partie qui était au rythme un peu trop cassé par ce petit bémol. Next Station Tokyo, maintenant, j'avais bien aimé Next Station London l'année dernière, il a été nommé au Spiel des Jahres, et donc il est sorti dans sa version Tokyo 8. Alors on reprend la recette, qui est plutôt bonne, on modifie un peu les proportions des différents ingrédients, on ajoute quelques épices, et on obtient du coup une prolongation assez chouette. Je trouve que ça perd quand même en termes de lisibilité, en termes de quartier, c'est beaucoup moins lisible que London, et il y a cette ligne préexistante qui est placée, qui est plutôt intéressante, tout comme la possibilité de doubler certaines lignes, qui est plutôt bienvenue. Il y a aussi la possibilité de mixer tout ça avec la version Londres pour les pouvoirs et tout. Le visuel, ça fonctionne toujours très bien, mais bon, ça reste quand même un peu du more of the same. Je jouerai sûrement à Next Station Tokyo avec plaisir sur Board Game Arena, mais pour le coup je l'achèterai pas, là où London je l'avais acheté et il me suffit amplement. Et enfin, un jeu de pli bavarois présenté par Yves, un camarade de jeu d'Hammer, de Proxy Jeux, qui vient du coup de Bavière. Et alors apparemment c'est vraiment un classique de ce coin-là, qui joue un peu comme nous on joue à la belote et qui jouait souvent avec un peu d'argent. Là on a joué sans argent. C'est un jeu par équipe, mais pas par équipe fixe, parce que là c'est la personne qui va prendre l'annonce qui peut partir soit je crois en solo, soit appeler un as dont le ou la propriétaire va être le ou la partenaire. Sachant qu'on va connaître ce ou cette partenaire que quand l'as sera révélé, donc on le sait pas forcément tout de suite. Alors c'est un jeu qui a plein de petits trucs, en plus on y a joué avec un jeu allemand, donc les figures sont pas les mêmes et tout. J'ai du mal à me souvenir de tout, notamment en termes de hiérarchie, je crois qu'il y a plein de trucs bizarres. Comme pas mal de jeux du genre, il y a des habitudes à prendre, des routines, une partie c'est pas suffisant, on en a fait qu'une, donc faudra que j'y rejoue, mais voilà, j'avoue que y jouer en plus sur le jeu allemand, il y a un côté un peu exotique, parce que finalement il y a que Yves qui était habitué à ce jeu, et donc c'est des Huber, des Hunter, des glands, des machins, des trucs. Alors évidemment ça complexifie l'apprentissage, en plus d'apprendre un nouveau jeu, parce que l'apprentissage des règles s'accompagne de l'apprentissage des cartes, mais j'avoue que ça a donné un côté presque un peu exotique à la partie, un côté assez frais qui fait qu'au-delà des qualités du jeu, il faudra que j'y rejoins pour mieux juger, mais c'était une partie vraiment super agréable, donc merci Yves pour cette découverte. Et comme à chaque vidéo de ce genre, on va terminer avec les jeux que je juge encore un cran au-dessus des précédents, ceux sur lesquels j'estime que vraiment vous devriez jeter un œil, à moins que vraiment vous soyez totalement réfractaire à la proposition ou au genre proposé. En tout cas, c'est parti donc pour les tops. Alors je vous préviens tout de suite, il y aura que des jeux de cartes dans ces tops et on va commencer par un auteur allemand célèbre. Et ce n'est pas Rainer Knizia cette fois, c'est l'auteur d'un jeu sur lequel j'ai un peu râlé avec Triqueta, rappelez-vous. C'est Stéphane Dora, un auteur quand même que j'admire, qui a créé For Sale, Medina, ou Hélas, aussi que j'apprécie plutôt. Et donc c'est un de ces auteurs qui a beaucoup créé dans les années 90, et il y a donc Niet qui est sorti en 97 et qui a été réédité par Yellow au courant des années 2010. Et donc cette fois, c'est le Pionfesseur que je vais remercier, il avait ramené sa vieille version au week-end Proxy Jeux, pour une partie qui, un peu comme Sink or Swim, était assez tardive. Alors comme For Sale, c'est rigolo, on est dans du jeu en deux phases distinctes, et la première phase va être déterminante pour la seconde. La seconde phase, c'est celle où on fait des plis. Alors elle est pas inintéressante, mais comme un peu pour Pinocchio Walker, c'est pas ce que je retiens, même si c'est quand même plus engageant en termes de choix, on peut quand même avoir tendance à la jouer en mode plus automatique, mais vraiment le cœur de Niet pour moi c'est sa première
première phase durant laquelle la tour de rôle on va en fait déterminer les règles de la phase de pli. Est-ce qu'il va y avoir de l'atout? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Quelle couleur ça va être qui va déterminer l'atout? Est-ce qu'on va gagner des points? Est-ce qu'on va défausser des cartes? Est-ce qu'on va jouer avec telle ou telle personne? Qui va pouvoir décider de qui est avec qui? Il y a plein de petits paramètres qui vont en fait rendre chaque phase de pli un peu différente en termes d'enjeux de routine, et ça c'est cool en termes de rythme, ça évite justement que même si les phases de pli sont pas passionnantes, en fait elles sont à chaque fois un peu différentes, donc c'est déjà très cool. Mais surtout, ce qu'il est encore plus, c'est que à son tour on va pas dire pour cette manche, l'atout va être de telle couleur. Non, en fait, on va procéder par élimination successive, et à chacun de ces tours, on va retirer un critère. Ce qui est vraiment une dynamique assez différente, puisque les informations qu'on va prendre auprès des autres vont pas être les mêmes, et il y a aussi une tension qui n'existerait pas dans l'autre sens. En tout cas, je pense que si jamais on choisissait un truc qui sera la règle, ce sera pas la même chose que si on choisissait un truc qui ne sera pas la règle. Par-dessus ça, vous rajoutez le fait que ça se joue en équipe, donc il va falloir un peu analyser les choix de chacun et chacune pour savoir si on veut que ce soit notre partenaire, ou parfois juste pour éviter que tel ou tel partenariat se fasse. Donc on est quand même sur une phase qui est assez analytique. On pourrait penser que c'est une phase un peu chiante et qui casse le rythme, mais moi je la trouve tellement intéressante que j'ai vraiment aucun souci là-dessus en fait. Disons que c'est chacune de ces phases qui est séparée par la phase de pli. Il y a vraiment des espèces de choix assez importants. J'aime beaucoup le fait que ce soit en entonnoir et que l'espace de choix se réduise. Mais là, pour chacune des décisions, on a de moins en moins de possibilités, mais on a de plus en plus d'éléments à notre disposition. Alors c'est pas un petit jeu de pli comme je en présente parfois, comme je vais en parler après. Il demande quand même un certain investissement, mais clairement ouais. Vraiment grand classique, c'est une référence très très solide dans le genre, donc moi je pense que je me le prendrai. Et donc après Niette, on va rester dans les cartes, mais avec de la défausse, et cette fois, je l'ai dit, un jeu beaucoup plus léger. On le voit déjà à la taille du deck, on le voit aux cartes qu'il compose, à la durée de partie, et donc Open tire son nom en fait que la main de chaque personne est composée de 6 cartes seulement, mais il y en a que 2 qui sont que connues de chaque personne. Il y en a que 2 qui sont cachées aux autres, parce que sur les 6 cartes, il y en a 4 qui sont exposées face visible, que tout le monde peut voir. Sachant que ces 6 cartes constituent la main, et donc on peut jouer librement de sa main face cachée, ou des cartes qui sont face visible, voire des deux en même temps. La structure du deck, je vous avoue qu'elle est un peu chelou. En plus, je crois qu'elle est pas écrite dans les règles. Du coup, moi, j'ai dû aller mettre pause sur une vidéo de Taylor Strict Taking Table pour bien noter la composition du deck. Mais vous pouvez jouer avec un jeu classique, parce qu'en fait, on s'en fout du coup des couleurs, entre guillemets, des familles. Il faut juste des cartes rouges et noires. Donc, cœur ou carreau, on s'en fout, c'est juste des cartes rouges. Faut aussi quand même quelque chose pour faire des paris face cachée aux couleurs des différentes personnes autour de la table, donc voilà, il y a quand même pas mal de petits éléments à prendre en compte. Ici moi j'utilise des cubes et des paravents qu'on avait pris dans un Dogs of War de Jérémy je crois, donc voilà, chacun s'arrange un peu à sa façon. Le jeu final a un petit système avec des cartes trouées qui permet de le faire plus facilement, mais vous pouvez faire avec. Et donc le principe, c'est qu'on marque évidemment plus de points si on se défausse de sa main, de toute sa main, des 4 cartes visibles et des 2 cartes cachées, avant les autres. Donc à 4, selon l'ordre de sortie, on va marquer 4 points si on est le premier, puis 3, 2 ou 0 si on est la dernière personne à sortir. Et pour sortir, pour défausser, des combinaisons assez classiques sur lesquelles on doit monter, il faut juste suivre l'obligation, il faut juste suivre là où les couleurs, ce qui est plutôt intéressant, ça veut dire que c'est une paire qui va contenir une rouge et une noire, et ben il va falloir faire mieux avec aussi une rouge et une noire, donc une meilleure paire mais avec ces deux couleurs là. Mais surtout, donc il y a ce petit truc là qui est sympa et tout, le fait que le deck soit assez réduit, qu'il y ait beaucoup d'informations ouvertes, mais surtout, moi il y a un truc qui pour moi est le cœur de Open, c'est que au-delà de gagner des points quand on défausse, on gagne aussi des points en pariant en secret sur qui va sortir en premier. Donc ça se fait avant évidemment la phase de défausse, avant qu'on commence à jouer les cartes, on va parier sur qui on pense va sortir le premier ou la première. Et là aussi, la récompense qu'on va gagner va dépendre en fait du nombre de personnes qui ont parié sur cette bonne personne. C'est les mêmes points que lors de défausse, donc si on est tous à avoir parié sur la personne qui effectivement sort en premier, on va marquer 0 points. Par contre, si je suis tout seul à avoir parié sur cette personne-là, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je vais marquer 4 points. Cette décision-là, en fait, elle a du sens justement parce que c'est open, le jeu est assez ouvert pour justement donner une estimation de la capacité de chacun ou chacune à se défausser avant les autres. Alors ça donne vraiment des dynamiques que moi je trouve super. On sent qu'on va peut-être pas toujours sortir dans les premiers parce qu'on n'a pas le jeu qui va bien, mais du coup on va essayer de parier sur cette personne-là, et du coup en jouant, on va essayer de favoriser la personne sur qui on a parié en espérant que les autres n'aient pas parié dessus. Inversement, dès qu'une personne a réussi à défausser toute sa main, dès qu'une personne est sortie, ben il n'y a plus aucun intérêt à ne pas sortir avant les autres, puisqu'on parie que sur la première personne qui va avoir défaussé toute sa main. Et du coup cette dynamique un peu de temporiser, de se regarder, d'essayer d'arranger un tel ou une telle, bah ça disparaît complètement et rentre vraiment dans une espèce de battle royale où on cherche juste à sortir avant les autres pour grappiller quelques points. Et donc il y a vraiment un changement de tempo qui intervient à ce moment-là, c'est un vrai moment de rupture. Et même il y a aussi l'idée que peut-être les premiers tours qu'on a fait, sans chercher à se défausser, en fait c'était pour se préparer
au moment où quelqu'un est sorti, pour vraiment sortir en deuxième par exemple. Donc voilà, il y a un deck un peu bizarre quand même, j'imagine que c'est là pour donner des valeurs différentes au rouge et au noir, mais personnellement ouais, j'ai trouvé les parties à 4 absolument géniales. Mais voilà, Open, c'est super, mais c'est super à 4. C'est peut-être super à 3, j'ai pas encore essayé, mais en tout cas à 2, c'est nul. J'ai trouvé ça vraiment sans intérêt, parce qu'en fait on utilise autant de cartes, donc il y en a énormément qui sont mises de côté et qui sont inconnues. Les deux joueurs parient en général sur la même personne, parce qu'on voit deux jeux, donc bon, c'est assez facile quand même d'estimer sur qui a le meilleur jeu entre les deux, puisqu'il peut y avoir des surprises. Et la répartition des points, c'est juste 2 ou 0, donc si on sort en premier, on gagne 2, sinon 0, et si on est tout seul à avoir parié sur la personne qui est sortie en premier, on gagne 2. Sauf que, on parie souvent sur la même personne, donc souvent on gagne 0. Et du coup, en fait, les points sont principalement dus au fait de défausser toutes ces cartes avant l'autre, ce qui va rester très dépendant de la distribution des cartes, qui encore une fois, il y a beaucoup d'inconnus, et c'est pas compensé du coup par la compensation du pari qu'il peut y avoir. Donc voilà, comme Nana ou Trio, je vous en avais parlé, c'est un très très grand jeu Trio, mais ça fait partie de ces jeux qui, à deux, ça aurait été en fait des flops, ça aurait été des trucs où vraiment j'aurais dit, n'y jouez pas, c'est pas très intéressant, mais si on est le bon nombre de personnes, en fait c'est super. Donc il y a toujours ce truc là, il y a une variante aussi qui est avancée pour jouer à 3 ou 4, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais elle est assez intéressante. Et donc Open, il doit sortir a priori chez Mondo Games cette année. Moi j'espère vraiment que la patte artistique de la boîte, elle va rester, parce que je trouve que la boîte, c'est une des plus belles boîtes que j'ai vues. Mais surtout, j'espère que Mondo Games, c'est un éditeur donc qui retravaille le truc. Cocktail Games l'avait fait avec Trio, justement. Nana, ils avaient choisi de le mettre à partir de 3, au-delà du mode par équipe. J'espère que Mondo Games sera pareil pour Open, parce que vraiment, soit retravailler la version A2, ils l'ont fait pour 12 Chip Tricks, qui doit sortir aussi, dont je vous parlerai le mois prochain. Donc soit retravailler la version A2, soit juste la retirer, parce que en fait, si tu découvres le jeu dans sa version A2, ça rend vraiment pas honneur à ce que le jeu peut provoquer comme sensation et comme plaisir. Donc voilà, je croise les doigts de ce point de vue-là. Je me disais qu'Open n'est pas intéressant à 2, et ça tombe bien, parce que je vais enchaîner avec deux jeux qui sont juste pour 2. Toujours dans le jeu de cartes, même si c'est de jeux de pli. Donc le premier, selon Board Game Geek, date de 1715, et c'est un jeu vraiment très populaire en Autriche, même si en fait il y a plein de jeux de la même famille autre part, que ce soit le 66. En France, il y a le Bezig a priori qui ressemble un petit peu. Donc dans chacune des versions, évidemment, il y a plein de petites spécificités, je vais pas m'y attarder ici. Mais là, je vais vous parler du Schnapsen, qui habituellement se joue avec un jeu germanique, avec les couleurs et figures que j'évoquais en parlant du Schafkopf. Mais je vous avoue que celui-là, j'y ai surtout joué en ligne au Schnapsen et en utilisant un bon vieux deck à la française. Et rapidement, c'est un jeu où j'ai vraiment été happé, même si c'est toujours assez difficile de passer au physique pour moi, parce qu'il y a plein de petites spécificités. Mais ouais, c'est pour moi une référence ultime du jeu à 2 de pli, ça doit être le meilleur avec Jekyll vs Hyde pour moi. Donc voilà, il y a des très bons jeux à 2. Comme Oiker, il a une élégance d'être un tout petit deck, parce qu'il a que 20 cartes, qui ont 4 couleurs, donc et les cartes elles vont du 10 à l'As. Il se constitue juste de phases de pli pour le coup, il n'y a pas comme dans Pinocle je ne sais combien de phases, il y a vraiment juste une phase de pli, mais c'est en fait 2 phases de pli. Je vais revenir dessus, et c'est une phase vraiment beaucoup plus riche en choix que la plupart des jeux que j'ai cités dans la vidéo, c'est vraiment tout se joue dans ces phases de pli. Parce que donc je disais, les phases de pli, il y en a 2. Il y en a une première, où on va connaître l'atout, et où on est dans du May Follow, on peut jouer à la couleur demandée, mais on n'est pas obligé, on peut jouer ce qu'on veut. On va remporter des plis, et on va piocher à chaque tour une nouvelle carte. Puis, lorsque la pioche va être vide, ou lorsque quelqu'un décide de la bloquer, j'y reviendrai, on passe dans une phase de Must Follow, plus classique, où il faut suivre à la couleur demandée. Et tout ça pourquoi ? Parce que on va gagner des plis, et les cartes de ces plis vont avoir une certaine valeur, donc l'As il vaut 11, c'est la plus forte, et le Valet il vaut 2, c'est la plus faible. Et l'idée, ça va être, comme le disent le nom d'autres versions, d'arriver à 66 points à chaque manche, grâce aux points remportés dans les plis, pour marquer des points de manche. Sachant que moi, ma version, elle finit dès que quelqu'un a marqué 7 points. Donc à chaque manche, on va marquer de 1 à 3 points, et pour ça, il faut arriver à 66. Et il faut savoir que le nombre de points gagnés à la fin de la manche, ça va dépendre de si on a fermé ou non la pioche, et aussi de combien l'adversaire a marqué de points. Et en fait, c'est tous ces petits détails qui sont un peu galères à mémoriser quand c'est pas automatisé comme sur l'appli. Et puis en plus, il faut rajouter à ça le fait qu'il y ait des mariages, donc dame et roi de la même couleur, ça peut rapporter 20 points, ou 40 si c'est la couleur d'atout. Mais par contre, ces mariages, on ne peut les jouer que si on a la main, donc il faut récupérer la main, reprendre la main pour pouvoir les jouer. Et enfin, il y a quand même encore un dernier twist qui est quand même important, c'est qu'on peut jouer en gardant nos points de pli connus pour nous, pour savoir où on en est un petit peu, ah bah là j'en suis à 40, j'en suis à 36, etc. Ou bien c'est une variante que j'ai pas encore trop joué, mais c'est une toute autre tension qui rajoute de la mémoire en fait en termes de compétences, et sans connaître les points qu'on a marqués, on va essayer de prendre du risque puisqu'il s'agit d'annoncer quand on pense avoir fait les 66 points, mais si on se trompe, on perd la manche. Donc ça rajoute une petite tension de ce point de vue-là qui est rigolote, même si j'avoue que la mémoire, moi j'aime pas trop rajouter de la mémoire dans ce genre de jeu qui demande déjà des compétences autres, et que
Pour le coup, en plus, il n'y a pas tellement de cartes, donc c'est pas si compliqué que ça à mémoriser, donc je suis pas sûr de l'intérêt, mais bon, soit. Même si moi, c'est un peu ma cam comme ça, le côté prise de risque, bon. En tout cas, vous pouvez commencer par, en connaissant vos points, la version la plus gentille, je dirais, et si vous voulez passer à la version qui demande de la mémoire. En tout cas, ouais, c'est vraiment pour moi un très très grand jeu. Chaque action a du sens. Chaque action, en fait, chaque tour a un but. On va sacrifier des cartes, on va en révéler d'autres, on va prendre des risques. Il y a effectivement ce hasard des cartes qui sont distribuées ou pas, il y a le fait de pouvoir fermer la pioche, il y a une question de rythme à avoir, il y a une partie qui peut se retourner, une partie ça reste souvent très très tendu. Il faut vraiment rester concentré sur ce qu'il est meilleur de faire. Pour le coup, c'est pas forcément un jeu où on joue en automatique, quoi. Il y a vraiment chaque coup à son choix. Alors j'ai fait des dizaines et des dizaines de parties, et je vous avoue que j'ai toujours pas l'impression d'avoir fait le tour du jeu. Pourtant il paraît vraiment simple dans son idée, mais il y a plein de petits détails qui sont un peu chiants à expliquer, mais vraiment tout ça assemblé, c'est une expérience qui est à la fois dense et très ramassée. Je vous avoue que moi, de 2 mois là sur cette vidéo, c'est sans doute la découverte majeure, et c'est une de mes découvertes de l'année ou des dernières années. Et sachez que lorsque cette chronique vient de se finir, le jeu est arrivé sur BGA, il est passé en bêta, donc il est vraiment disponible pour tout le monde, et comme dit, c'est plus facile à aborder en version numérique, vous avez aucune excuse, découvrez-moi ça, ça éclate la plupart des sorties qui sont sorties depuis quelques mois. De 1715, on va bondir en 2021 avec Vidrasso, qui est encore un jeu de pli exclusivement à 2 qui a été créé par Sean Ross. Alors il fait pas que des jeux à 2, Sean Ross, mais je trouve que c'est un peu une référence en la matière dans ce qui concerne les jeux de cartes. Et je reparlerai de lui juste après de toute façon. Il a fait Dickory, que j'adore, qui est un jeu plutôt de défausse, mais que je vous engage à découvrir. Il est aussi surtout connu pour Haggis, qui a priori doit ressortir dans l'année, et qui est une référence à 2 a priori, même s'il joue pas que à 2. Et Vidrasso, il se joue comme beaucoup de cartes dont je parle, avec n'importe quel jeu de cartes classique. Il faut juste 4 couleurs qui vont de 1 à 9 et de quoi marquer les atouts. Mais si vous avez la flemme de sortir un paquet de cartes, il est arrivé aussi en bêta sur Board Game Arena dans une version qui est vraiment très agréable à jouer. Et alors l'idée dans Vidrasso, c'est qu'il faut être la première personne à avoir atteint 300 points. Enfin en tout cas quand quelqu'un atteint 300 points, la personne qui a le plus de points gagne. Vous pouvez aussi jouer en version plus longue, ça c'est au choix. On est dans du must follow, donc il faut suivre à la couleur demandée, sauf que on peut jouer n'importe quand de l'atout. L'atout, je reviendrai dessus, il est un peu particulier. Et alors l'idée qui présente vite les enjeux, c'est que en fait la carte la plus forte dans une couleur c'est le 1, et la plus faible c'est le 9. Donc le 1 vert est plus fort que le 9 vert. Mais quand on remporte des cartes, en gagnant des plis, le 1 il va valoir 1 point et le 9 9 points. Donc vous voyez un petit peu tout de suite je pense la dynamique qui se met en place. Évidemment on va vouloir garder les 9, mais en même temps si on les joue, il y a de fortes chances qu'on se les fasse prendre. Donc il y a tout un équilibre comme ça suffit à créer une identité assez forte et des enjeux assez fréquents au niveau des plis. Je parlais de Schnapsen où vraiment chaque pli a de l'enjeu. Dans Vidrasso il y a un peu de ça aussi je trouve, c'est pas des phases de plis un peu anecdotiques. On va hésiter, parfois, souvent on hésite, est-ce que je place ça en appât, est-ce que je prends le risque de me le faire manger ou pas. Et vous rajoutez aussi un petit peu d'inconnu avec au début de la manche, on va donner une carte face cachée à l'adversaire qui va pas connaître, donc voilà, ça rajoute une inconnue pour chacun et chacune. Et surtout il y a une mécanique, j'ai l'impression que c'est une mécanique assez fréquente à 2, je l'ai retrouvée dans Awimbawe par exemple, et chez Sean Ross aussi, également dans la version A2 du Hokai Septet dont je vous parlerai juste après. C'est l'idée qui est appelée d'homme de paille de Stroman, et en fait c'est des cartes cachées et recouvertes pour chacun et chacune, donc déjà il y a une partie du jeu qui est ouverte, et surtout ouais donc il y a des cartes cachées qui sont recouvertes par des cartes visibles, et la carte cachée va se dévoiler une fois la carte qui était posée dessus jouée. Donc c'est un système que j'aime beaucoup, parce que ça évite les infos complètes en début de partie, et également c'est aussi un système qui permet d'avoir des coupes à certains moments, et puis plus tard de plus avoir ces coupes. Et c'est rigolo en jeu de pli, c'est pas des coupes qu'on a tout au long du pli, on peut avoir des coupes à des moments qui finalement on a la couleur plus tard, c'est assez cool. Pour prendre un jeu populaire un peu pour vous donner l'idée, prenez l'idée dans Seven Wonders Duel, la manière dont on va révéler des cartes et créer des ouvertures. Donc voilà, il y a un peu cette idée là. Et il y a donc, je parlais de l'atout, et en fait il faudrait mieux parler de double atout, parce que du coup le premier atout va être choisi par la personne qui a le moins de points, et l'autre atout va être choisi par l'adversaire. Et alors soit on peut choisir une couleur d'atout, soit une valeur d'atout, sachant que entre les deux atouts, c'est la valeur d'atout qui est plus forte que la couleur d'atout. Par exemple, si l'atout c'est vert et que l'atout c'est 4, un 4 jaune va être plus fort que n'importe quel vert, y compris le 1 vert qui est le plus fort des verts. Mais évidemment, peut y avoir que 4 fois la même valeur, donc il y aura 4 super atouts entre guillemets, là où la couleur d'atout va avoir 9 cartes. Donc il y aura plus de cartes même si l'atout est moins fort. J'espère que c'est clair. Je trouve que c'est un jeu qui est quand même plus abordable que le Schnapsen,
plus évident, mais lui aussi je trouve vraiment il s'impose petit à petit comme un peu un incontournable des jeux du genre à deux. Alors je vous avoue que moi je suis un peu nul, j'arrive jamais à choisir les moments, les cartes à sacrifier pour gagner sur le long terme, mais ça m'empêche pas en fait, même si je me fais souvent éclater, à jouer, rejouer avec grand plaisir. J'adore le faire découvrir. Pour l'instant je crois que tout le monde à qui je l'ai fait découvrir a plutôt apprécié l'expérience, et j'adore notamment le petit moment, vous savez, dans les règles de jeu, dans l'explication, j'aime bien quand il y a des petits moments où je vois les yeux s'allumer, et ben moi il y a ce moment où on va parler des points et de la puissance des cartes qui va tout de suite poser un enjeu de taille, on se dit ah ok, les 1 sont les plus fortes mais ils rapportent que 1 point. Et tout de suite ça pose un petit enjeu. Donc Sean Ross il est fort et on va encore en parler pas plus tard que tout de suite. Car oui, Sean Ross, lui encore, c'est lui qui a créé en fait la version A2 de Yokai Septet, qui à la base c'est un jeu qui fait pour 3 et 4. D'ailleurs c'est la seule version disponible sur l'application Trickster Stable que je vous mets en fond et dont je vous avais déjà parlé plus tôt dans l'épisode. Et alors comme dans Vidrasso, elle utilise cette version A2, le système d'homme de paille, comme dans Vidrasso, avec des cartes face cachée recouvertes par d'autres faces visibles. Sachez que il est aussi sur Board Game Arena, Yokai Septet, à 4 uniquement. Moi j'attendais d'avoir fait une partie dans cette configuration pour voir si ça tenait la route aussi à 4. Donc merci à mes camarades de jeu, c'était encore une fois au Weekend Proxy Jeu avec la boîte physique et des illustrations qui là aussi je trouve waouh, ça claque, c'est super beau. Et donc dans Yokai Septet, vous noterez que peut-être tout tourne autour de la valeur 7. Il y a 7 couleurs, chaque couleur il y a 7 cartes, avec une fourchette de valeur de 7, qui va dépendre de la couleur. Par exemple, la première couleur va aller de l'As au 7, puis la deuxième du 2 au 8, etc. pour aller jusqu'à 7 à 13 pour la couleur la plus forte. Dans chacune de ces 7 couleurs, il y a un 7 donc, et en jouant par équipe, le but ça va être soit de collecter 4 cartes 7, soit de pousser l'autre équipe à gagner 7 plis. Si jamais l'équipe adverse gagne 7 plis, elle a entre guillemets perdu la manche, on va gagner tous les 7 encore dans les mains de tout le monde et de ceux qu'on avait gagnés, et ça va rapporter des points. Les 7 vont rapporter plus ou moins de points, évidemment les 7 des couleurs plus faibles vont rapporter moins de points que ceux des couleurs à valeur plus haute, parce que évidemment il est plus facile de gagner un pli avec le 7 si c'est la meilleure des valeurs de la couleur, que si c'est la valeur la plus faible. Je sais pas si vous me suivez, mais en jeu ça va. Même si entre des échanges de cartes en début de manche, entre les fourchettes de valeur, les spécificités de l'atout, et ce que rapporte chacun des 7, ça fait quand même pas mal d'informations à retenir. On n'est vraiment pas dans une forme d'épure ou d'évidence que je citais avec Vidrasso, il y a quand même pas mal de petits éléments qui se superposent. Mais en tout cas, je trouve ça super malin. J'adore le fait que... J'adore ça... je sais pas pourquoi, mais il y a ce truc que tout tourne autour d'un nombre spécifique. Tout le design semble axé sur le 7 uniquement, cette valeur centrale, qui est aussi le nombre de points à remporter pour gagner la partie. Je trouve ça vraiment... j'adore ça, je sais pas pourquoi, mais en tout cas je trouve ça super cool. La partie à 4, et les parties à 2 aussi, d'ailleurs, c'est assez vivant. Il n'y a pas trop ce système où parfois tout est déjà plié, on peut prendre de l'avance mais se retrouver derrière, après quelques bons coups. Il y a la chasse au 7, il y a aussi parfois l'envie plutôt de pousser les autres à porter pas mal de plis pour qu'en fait on gagne du fait qu'ils aient gagné trop de plis plutôt que de gagner en ayant les 4-7. Et ça peut évidemment être parfois plus simple, mais ça peut aussi se retourner contre nous. Et du coup, c'est un sentiment que j'aime bien, j'en ai déjà parlé dans d'autres jeux, mais il y a ce sentiment un peu d'attaque-défense, et on alterne de position parfois au cours de la même manche, et c'est vraiment un sentiment que j'aime beaucoup. Parfois on se sent vraiment à aller chercher les 7 et donc à essayer d'aller à la chasse, et parfois justement au contraire de dire tiens prends mes plis, comme ça tu vas tous les remporter et je vais gagner. Et je trouve ça vraiment cool. Alors j'ai pas joué à 3, pour le coup c'est chacun pour soi dans la configuration à 3, mais je pense pas que ce soit évité spécifiquement. Et il y a aussi une variante qui me paraît intéressante que j'ai pas essayé, qui est développée par Christopher Way, un auteur dont je vous parlerai le mois prochain. Mais ça a l'air assez cool. En tout cas, j'ai très hâte d'y rejouer en physique. Le sentiment de jeu, ça s'y prête vraiment bien, même si moi je vais continuer à jouer beaucoup à 2 sur mon application. Et donc pour vous le procurer, c'est disponible sur le store de Ninja Star Games, mais je crois qu'il a été couvert assez récemment par Shut Up and Sit Down, donc il y a eu pas mal d'achats, donc je sais pas s'il est encore disponible. En tout cas... soit effectivement il va être moins disponible et ça va être plus compliqué de le trouver, ou soit peut-être que vu qu'il a eu une couverture un peu plus large, on peut peut-être espérer une plus large diffusion, peut-être des éditions chez d'autres éditeurs, et à peut-être des prix un peu plus abordables quand on retire un peu les imports ou les taxes. Allez, on va finir par un petit Knizia, cette fois c'est Paul Gara qui me l'a recommandé, et en y ayant joué, en fait elle m'a dit tu connais Zero ? Je dis ouais, je connais de nom mais jamais joué. Elle m'a dit faut que t'essayes, c'est pour toi. Et elle avait raison, c'est un jeu qui a 25 ans cette année quand même, c'est un jeu qui date de 98, mais édition après édition il continue de garder sa place en français, à côté de Hit, du même auteur, dans le même format, donc c'est chez Pixie Games, Hit,
qui est moi une de mes découvertes de l'an dernier, c'est incroyable, Ashité, hein, pas le jeu de voiture. Alors ici aussi j'ai joué à 2, ce qui est je pense la configuration la moins bonne, même s'il y a quelques ajustements, mais pour le coup, contrairement à Arthrobbery dont je parlais plus tôt, ici je sentais que même en ayant joué qu'à 2, ouais, ça devrait me parler et ça devrait être vraiment très cool à plus. Et donc comme souvent dans les jeux de cartes de Knizia, il y a un système très simple. La base c'est on échange des cartes entre notre main et des cartes visibles au milieu de la table. Il y a un petit scoring qui est vraiment malin, tout comme la manière dont on peut mettre fin à la manche, ça met aussi un peu de tension. Également il faut faire un petit peu attention à ce qui est pris, se demander ce que chacun recherche, se demander ce que chacun peut lâcher, à quel moment on doit finalement changer de direction, peut-être en cours de manche pour éviter de prendre une déculottée. Parfois il y a aussi un peu de prise de risque, ou bien justement jouer plutôt la sécurité. Il y a cette idée de faire 0 points, que vraiment on essaye de viser, mais faut savoir aussi abandonner cette idée quand on sent que de toute façon ça va être mort. Et tout ça, ouais, c'est vraiment accompagné, bon j'ai pu y jouer à 5 et tout, il y a des vrais moments de joie quand vraiment on arrive à avoir ce 0 point en main et à l'annoncer. Et d'autres fois il y a... Et c'est vraiment cool, il y a cette petite frustration parce que finalement on était à un tour près de faire le 0 et c'est assez fréquent mine de rien. Donc c'est que quand même il y a quelque chose qui tourne là-dedans et qui marche bien. Donc voilà, 0, pas grand chose à en dire, c'est très chouette, ça remplit très bien son office. Je vais pouvoir y jouer avec plein de monde et prendre à chaque fois du plaisir. Alors même si la version A2 n'est pas forcément merveilleuse, même si elle reste jouable et agréable, contrairement à Arthrobbery je trouve, ben, ça vient joliment finir ces tops, donc merci beaucoup Paul Gara. Et voilà, une émission je trouve plutôt positive, avec quand même pas mal de tops, et les déceptions étaient elles-mêmes plutôt des choses mitigées que vraiment des moments insupportables comme ça a pu arriver lors d'autres mois. Alors certes, si vous aimez pas les jeux de pli, pas les jeux de défausse, il y a pas mal de jeux d'Alice que vous pouvez écarter, mais bon, chacun ses lubies, la mienne depuis quelques temps c'est ça. En tout cas j'espère que ça vous a plu, on devrait se retrouver peut-être de manière mensuelle maintenant que l'emménagement est quand même globalement fini. Alors je sais qu'on est déjà presque fin juillet, mais j'espère vous proposer une vidéo début août, moi je pars le 12 donc j'espère en proposer une avant, parce que juillet pour le coup était très riche en découvertes. N'hésitez pas encore une fois à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, et bien sûr dans les commentaires à venir parler de vos découvertes des derniers mois. Bon courage à vous avec la chaleur, passez un beau début d'été, prenez soin de vous, pensez à vous hydrater, bye.